Bonjour à tous et bienvenue dans Allociné, l'émission, une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque je n'ai pas d'intro. L'émission en impro totale. Ça, je fais une petite impro. Non, mais ça, c'est de l'impro, mais je peux le faire qu'une fois. Et c'est vachement bien. Mais Edouard Baird, on va t'appeler. Attends. N'est-ce pas? C'est pas mal. Et C'est pas mal. on remplacerait pas cette intro par toi qui te tournais vers la caméra et qui faisait une sorte de truc de Miss France. Voilà. C'est très bien. Ah oui, Refais-le. Oh là. Il y a un côté la parade de Disneyland pour les 30 ans du parc, c'est Ah génial. bah ça tombe bien, c'est aujourd'hui. C'est un homme politique, une imitation. T'as rien là? Non, mais on les connaît là, on sait très bien, c'est vous et vos amis qui. Bonjour Norman Genius, comment tu parles à moi. Comment ça va? Bon, ça va très bien, content d'être avec vous, comme chaque mardi, on va se régaler avec un beau programme comme d'habitude. Et oui, puisque nous allons parler des films politiques aujourd'hui, sans faire de politique bien évidemment. Et pour ça, nous allons voir ce qu'est un film politique, notamment avec monsieur, le rédacteur en chef de Allociné, qui préfère qu'on l'appelle Michel. Bon, comment ça va Michel aujourd'hui? Eh ben, ça va, écoute, Michel en t-shirt. Salut, Mais Michel en t-shirt, ça lui va bien. Côté Tarantino, détendu. Voilà, exactement. Non, ça va bien. Et puis oui, l'idée c'est de parler un petit peu des films et séries politiques sans parler de politique. Et du coup, vous avez fait un petit tour quand même des candidats et des candidates. Candidats du premier tour, donc c'est intéressant de vous partager leur goût cinéma. Pas leur programme politique, mais vraiment leur goût cinéma. Leur goût ciné. Voilà, qui des fois sont pas surprenants et des fois sont surprenants. Sont plus surprenants. Parce qu'il y aura le Seigneur des Anneaux les deux tours. Il est en forme aujourd'hui. Incroyable. Moi je vote pour lui. Toujours. De l'autre côté du plateau, bonjour Mélanie de la Manie du cinéma qui est avec nous. Ça va? Ça va très bien et toi? Je suis contente de revenir. Mais oui, ça fait un petit moment. Et alors? Bah oui, j'ai malheureusement succombé à ce mal qu'on a tous eu. Et... Les élections. Presque C'est si triste. moins virulent. Non mais voilà, et donc je suis contente de revenir. Surtout, effectivement, moi je suis très curieuse de la liste des films qu'aiment les candidats. Parce que en fait j'attends le truc, on va dire oh là là, ça veut dire tellement de choses. T'as peur d'être déçu ou surpris dans le bon j'ai ou mauvais envie de sens? me dire que je suis psy et que je vais essayer de comprendre la personnalité des gens grâce à leur film préféré. Et vraiment, tous ces candidats, maintenant, j'attends de ouf. Mais c'est marrant parce que je sais que c'est quelque chose qu'on avait fait il y a 10 ans déjà. Ouais. Et je me rappelle, c'est vrai qu'il y a des listes, on dirait un peu de ces gens, les étudiants en cinéma en fait, qui évidemment leur film préféré sont Citizen Kane, Le Parrain. J'adore Kubrick. J'ai trop Ouais. Et jamais Galaxy Quest. Et c'est dommage. Dis-moi que du Galaxy. Est-ce qu'il y a un Kangaroo Jack? Juste. Le jour où il se présente. Genre la salle. C'était pas une vanne, je croyais vraiment au début, référence cinéma, que tu as une chemise comme la moquette de Shining. Mais c'est oui. Et c'est ce que j'allais C'est dire. complètement ça. Ah, mais c'est ça alors. Ah, mais oui, Tu me dis non. Mais si, mais je me fous de Ah, tu me fous de ma gueule, très bien, c'est bien. C'est juste par- C'est quand même le hasard. Je me suis complètement habillée en moquette. Non. Comment ça se trouve une chemise comme ça? C'est-à-dire que- non, Tape dans Google. mais non, mais est-ce que Fauteuil overlook, un petit cutter, hop, là, c'est parti. non, parce que c'est officiel Shining. Non, pas du tout. C'est vraiment C'est des gens qui inspiré le font. par Shining, Voilà, d'accord. c'est Etsy. 60 balles. Ok. Voilà, qui vient des États-Unis. De toute façon, c'était soit d'influence The Shining, soit c'était les Deschiens. Hein, donc vraiment, C'est des Shining. ça me va très bien. puisque évidemment le côté un petit peu 70s. Sans transition, Sans c'est transition. 70s. Comment il va ton t-shirt? Oh, C'est, Eh ben mon t-shirt Et selfie va bien, joli flash aussi. que j'ai envie de vous dire. Toi aussi, c'est un retour? C'est un retour, bah ouais, comme Mélanie, une semaine avant, moi aussi j'ai attrapé le Covid, puis après j'étais en vacances et j'étais malade. C'était bien. Génial. Triplé gagnant. Super, vraiment on s'est éclaté. Donc non, je suis content de revenir, puis le sujet est vraiment intéressant, parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler de films politiques, et justement le fait d'avoir les candidats qui partagent leurs films, je trouve que c'est un des petits rendez-vous que j'aime bien depuis que je suis allé au ciné, depuis qu'on fait ça. Ouais. Est-ce que les news sont chargées aujourd'hui? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une bande-annonce qui est tombée il y a à peu près une petite demi-heure qui forcément on va forcément regarder en fin de news, mais sinon c'est pas la pire des semaines. Eh bien, c'est pas pour ça qu'on va pas y aller tout de suite. C'est le moment des news. Jingle. Et la première des news, c'est une redite, un retour du grand sujet qui a animé les Oscars. C'est Will Smith et les Oscars. Suite et fin? Suite et fin pour l'interrogation, parce que je m'étais dit, c'est bon, allez, pendant 2 semaines, ils en ont bien parlé, a priori je vais être tranquille. Eh bien non, puisque l'Académie des Oscars a statué et décidé d'exclure Will Smith pour une durée de 10 ans. Sachant que Will Smith avait déjà démissionné de lui-même,
Mais ils ont dit, tiens, tu reviendras pas avant une dizaine d'années. Ah oui, c'est vraiment pour appuyer un petit peu en mode c'est nous qui décidons en fait. C'est ça. Du coup, ça veut dire quoi, 10 ans d'exclusion Ouais, c'est vrai que c'est pas très clair comme ça parce que l'académie c'est un peu une espèce d'organisation un peu nébuleuse, surtout du point de vue des néophytes. En gros, il ne pourra participer à aucune activité, aucun événement qui a été prévu et organisé par l'académie, c'est-à-dire, pour résumer notamment, il ne pourra pas participer à la cérémonie des Oscars, c'est-à-dire il ne pourra pas être dans le public, ni même voter. Mais est-ce qu'il peut être nommé? Alors c'est ça le truc rigolo, c'est qu'en théorie, oui. Puisque rien n'exclut. Parce qu'en fait, Honteux. voilà, en Donc fait, il peut être là dans la salle, comme ça. non, Enfin, non, il peut pas être non. dans la salle, mais. C'est ça, Il peut gagner à distance. il peut gagner à distance, Zoom. comme Anthony Hopkins Ouais. l'an dernier, par exemple. Mais Ouais. c'est un peu le truc bizarre, c'est Bizarre, qu'il peut être nommé parce qu'en fait, c'est pas l'académie entre elles qui élit ses propres membres, même si voilà, on sait qu'il y a beaucoup de copinage et que c'est une histoire de campagne aussi. Mais après, comme on sait justement, comme je viens de le dire, que c'est une campagne, je suis pas sûr que les studios poussent Will Smith pour un Oscar parce qu'ils savent que ça va être quand même beaucoup Ouais. d'investissement financier et aussi de relationnel pour quelque chose qui sera quand même voué à l'échec. Et puis surtout, vous en avez parlé la semaine dernière, il y a quand même beaucoup des projets de Will Smith qui s'annulent les uns après les autres. Je ne pense pas qu'il aura gagné un Oscar avec Bad Boys 4, mais voilà, si on continue comme ça, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de films et encore moins de films T'as dit quoi, oscarisables à T'as présenter. dit Bad Boys. Bad Boys J'ai 4 cru que t'avais dit Bad Buzz 4. Genre. Bad Buzz 4, Non, mais je ouais. croyais que t'allais faire. avec Eric Quentin et Will Smith. Ah ouais, je je croyais peux que te t'avais dire, pas de ça va être quelque chose. Rapidement, il y a d'autres personnalités qui ont été exclues de l'Académie. Oui, en fait, Will Smith est la 6e personnalité exclue de l'Académie. La première, c'était en 2004. Alors ça, je trouve ça assez rigolo. C'était Mais c'est quand même récent déjà. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est Oui, pas. Oui, c'est-à-dire oui, qu'avant voilà. 2004, Bah, depuis que c'est médiatisé en, En fait. gros, je c'est ça. pense. ouais. C'est exactement ça. Donc, la première personne qui a été exclue, c'était en 2004. C'était un acteur vraiment méconnu qui s'appelle Carmine Caridi. Et j'aime bien parce que lui, il s'est fait exclure parce qu'il a fait circuler des copies illégales des films nommés. Ah Ça ouais. reste bon enfant. Après, Oui, mais c'est comme tricher au bac, c'est que t'es exclu après Ouais, bien des sûr. examens, donc c'est un peu ça. Et quoi. après, bon voilà, il est décédé il y a quelques années, donc de toute façon, il ne fait pas plus partie de l'académie. Après, ça devient un peu plus crasse-pouille parce que on a Harvey Weinstein, ouais. évidemment. Là, Pour l'ensemble de son œuvre. Hein. Ouais, c'est un bon résumé, ouais, donc qui a été exclu en 2007 après, à cause des faits Oui. des accusations de viol et de harcèlement sexuel qui vraiment en plus ont enclenché toute cette vague de libération de la parole à Le Hollywood. MeToo. On a ensuite eu Roman Polanski, qui Bien lui fait. voilà, est banni du territoire américain depuis de nombreuses années. Ils se sont rendus compte que effectivement, il fallait peut-être le bannir aussi de l'Académie des Oscars. Par voie de fait. De la même manière, il y a eu Bill Cosby également, qui voilà, ouais. lui, les C'est accusations chaud. Non, mais- et le procès, c'est très récent. Donc, il a été exclu en 2018 pour parler des faits de De meurtre. harcèlement sexuel Mmh. et de viol. Et le plus récent, avant Will Smith, c'est un chef opérateur qui s'appelle Adam Kimmel, qu'on connaît assez peu, mais qui avait quand même un gros passif de prédateur sexuel. Donc, ils l'ont exclu lui aussi. Et donc, Bien. voilà, maintenant, Will Smith est le 6e pour cette histoire de claque donnée à Chris Rock pendant la cérémonie. Du coup, vous en pensez quoi de cette sanction au final? Est-ce que c'est disproportionné? Est-ce que c'est logique? Johan, un avis Non, mais c'est logique. C'est vrai que ça donne un peu l'impression, comme tu disais, qu'ils appuient un truc Ouais. qui est déjà acté, puisque de lui-même, il a démissionné. Mais c'est-à-dire que, en fait, si tu n'agis pas, si tu ne te positionnes pas en tant qu'institution, ça veut dire que l'année prochaine, n'importe qui peut faire n'importe quoi sur scène. Mm. Il y aura pas de, ça sera pas grave. Hmm. Donc en fait, c'est un peu comme un prof qui a l'élève Faut marquer le coup, s'est quoi. excusé. Il fait, je sais que tu t'es excusé, machin, mais je dois te virer Mm. du collège, quoi. Donc là, c'est un peu ça. Il est viré du collège. Il est viré du collège. Le prince de Bel-Air. Ouais. Retour aux sources. Et retour aux sources. Kélius, il en pense quoi, lui? Bah en fait, je trouve que ils font ça pour marquer le coup, mais le fait qu'il peut être potentiellement nommé, Marquer le coup, c'est comme ça que tu dis? Ouais, j'y pensais aussi. Je me disais. Même sans le vouloir. Hein. sans jeu de mots, putain, je suis après. Ouais. Et je trouve que le fait qu'il puisse être nommé, je trouve qu'en final, c'est vraiment un petit peu, c'est un petit peu de la poudre aux yeux, quoi. Moi, je trouve qu'ils auraient dû totalement, alors pas lui retirer son Oscar, parce que si tu le retires à lui, tu Oui. le retires à tout le monde, Oui. mais Moi, je vraiment l'exclure totalement et le fait de lui interdire même toute nomination pendant 10 ans. Sinon, je trouve Surtout que c'est un peu- l'Oscar, en fait, c'est pas un prix d'excellence ou de bonne conduite finalement. Ouais, Il voilà. l'a reçu pour un rôle. Bon, bah, il C'est se ça. trouve qu'il a il a vraiment beaucoup déconné pendant la Déconné. cérémonie, mais tu peux pas lui enlever le prix parce qu'en fait, il avait été C'est élu par rapport à avant. sa Ah oui. carrière La, d'avant. la performance, elle est là. Ouais, Parce bien que sûr. pour dans lui, tous les cas. sa grande punition pour lui, c'est quoi? De plus être assis chaque année. C'est quoi? Il s'en fout. S'il peut toujours être nommé, toujours gagner, c'est quoi pour lui la grande Ouais. punition? Mais après, C'est ça la enfin, question, tu après, la on sait symbolique. qu'il sera sûrement pas nommé Symbolique. parce que Oui. l'Académie, je pense pas que les gens voteront. Je pense que Ouais. il y aura, Bah, surtout, il y aura c'est plus de un- film. il y aura un cas, voilà, et puis il y aura un cas de conscience. Les gens vont dire, est-ce que je vais voter pour Will Smith Ouais. pour qu'on me le reproche après, même si c'est des votes Mm. anonymes. Je pense que sa plus grande punition, voilà, c'est hors académie. Je pense
pense que c'est tous les annulations, Netflix, tout ça, et je pense que c'est sa carrière qui va en pâtir, même si bon, il peut se dire, ok, j'ai l'Oscar, maintenant j'arrête, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il pense. Je pense que la plus grosse punition, c'est que sa carrière va en pâtir, au-delà de... Derrière des je peux plus venir aux Oscars. Mélanie En fait, c'est ça, c'est ça carrément pâtir, surtout du fait de plus être dans l'académie, ça veut dire potentiellement aussi ne plus profiter du réseau de l'académie qui est principal en fait aux États-Unis. Donc, tous les projets qui s'annulent, tous ceux sur lesquels il était peut-être sur la waitlist et finalement il ne va pas les faire. Enfin, en fait, le truc, c'est que tout ça condensé. Après, je suis d'accord que permettre qu'il puisse encore être sélectionné, je pense que ça doit peut-être être une zone grise dans le règlement qui va potentiellement justement être modifié parce que ça veut dire que encore un Polanski qui va encore faire des films, lui il peut aussi. Bon après lui il est vraiment viré du territoire américain, mais il n'y a rien qui n'empêche qu'il puisse être nommé et alors c'est vraiment 2 poids 2 mesures, ils n'ont pas été virés pour la même manière, mais en fait le truc c'est que je pense qu'effectivement ça montre aussi qu'il faut peut-être renforcer les règles pour vraiment qu'ils ne puissent plus pendant ces 10 ans. Après 10 ans, moi je trouve peut-être ça un petit peu long. Je pense que c'est... Après, ne surtout pas dire que ce qu'il a fait était bien ou mal, enfin, c'est répréhensible à 100%, mais 10 ans dans une carrière d'acteur, en gros, c'est fini. Will Smith est fini à tout jamais, parce qu'il a quoi ? Il a 55. Il a 55. Ouais. Je le vois, sauf s'il nous fait effectivement une Morgan Freeman à faire des rôles après quand il est plus vieux, à devenir un acteur qui est connu pour ses rôles plus vieux. Vu que c'est quand même un acteur d'action de base, je sais pas Après, si en fait il va. Il peut passer en télé, faire des séries. Enfin, il y a plein de trucs. Oui, voilà. Mais en fait, potentiellement, ça peut aussi totalement lui griller sa carrière. Et en fait, maintenant, c'est fini. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment va être reçu le premier réalisateur qui va lui faire confiance depuis ça. Comment lui va être reçu, le réalisateur. Ce sera pas tout de suite. Je pense que c'est pas. Il va pas faire de film avant plusieurs années, là, non. Enfin. Je sais pas. Je pense que les gros studios oseront pas miser sur lui parce que tu te dis investir 200 millions de dollars sur un film, parce qu'on sait pas encore l'impact que ça aura au box-office aussi. Après, pour les est-ce gens... que le public va lui pardonner ou est-ce que le public justement va suivre l'académie et boycotter en partie ou massivement. Pour le milieu, c'est dur, mais pour les gens, je pense que les gens pardonneront beaucoup plus une baffe que quelqu'un qui a accusé. Oui, j'espère ça, faut pas oublier. Donc, oui, voilà, c'est comme ça, 2 poids 2 mesures. Et après, là où ça va jouer aussi, c'est que évidemment, aucun studio qui aura un film à Oscar ne misera sur Will Smith. Parce qu'ils se disent, c'est peine perdue. Tu sais que lui ne pourra pas être nommé, et si ça se trouve, en fait, le film va être boycotté parce que c'est un film avec Will Smith. Donc on va le voir dans un Marvel, c'est tout. Il n'a pas attendu un peu. Parle de ça, non ? Il va faire Aladdin 2 là, et puis voilà. Dans un autre registre, Je voulais juste ajouter un truc, tu n'en as pas parlé parce qu'on disait suite et fin. J'espère, parce que c'était quand même un épisode qui, au final, en plus, on l'a dit, a un peu fait oublier tous les lauréats et tout ça. Je pense que tu te demandes aujourd'hui qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Les gens sont pas sûrs de pouvoir te le dire. Par contre, exactement. Will Smith, oui. Et non, j'espère qu'il y aura une fin. C'est que je commence à voir passer des trucs comme quoi Chris Rock attendrait une certaine somme d'argent pour, en gros, donner des interviews sur le sujet. Donc si on commence à faire de l'argent sur un espèce de truc comme ça, mais il y aura un doc sur Netflix. Ça commence à être assez glauque. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il ferait peut-être un procès à Will Smith et un procès aux Oscars pour que le fait que ce soit, je sais pas, mais il commence à y avoir une affaire d'argent sous un truc qui était déjà pourri au départ. Il va remplacer Will Smith dans Bad Boys 4. Donc peut-être que c'est pas fini. Peut-être que c'est pas fini et ça serait bien dommage. Ok. On sait qu'à la prochaine cérémonie de récompense, il y aura à peu près 1500 vannes sur le sujet. Donc voilà. C'est évident. Donc je disais du 9 pour Fast and Furious 10. Ouais, sans transition. Enfin, si on passe de la grande famille du cinéma américain à la grande famille de Vin Diesel, évidemment, puisque vous le savez, la saga Fast and Furious, c'est la famille, c'est les voitures, c'est du tuning, c'est des bières, et ce sera beaucoup de super-héros dans l'épisode 10. Parce que si on regarde les nouveaux venus au casting, on a Jason Momoa, Aquaman, qui va jouer le grand méchant de l'histoire. On a Daniela Melchior, qu'on avait vu en Ratcatcher dans The Suicide Squad récemment, qui a rejoint le film, qui était super. Actrice portugaise. La fille de Taika Waititi dans le film. Ah, c'est sa fille ? Dans le film. Dans le film. Dans le film. Je me suis dit où c'est qu'on va. C'est un super personnage dans le film. Qui rejoint le casting, et le dernier ajout est assez étonnant parce que c'est assez imposant. C'est Brie Larson, donc l'interprète de Captain Marvel, qui va donc jouer dans Fast and Furious 10. Fast and Furious 10, c'est Vin Diesel lui-même qui l'a annoncé. Est-ce que son rôle a été dévoilé ? Non, ça, malheureusement, tu vois, autant Jason Momoa, ils ont assez vite dit que ce serait le méchant. Mais en fait, quand tu vois, ça a été annoncé sur un post Instagram par Vin Diesel avec une photo de lui et de Brie Larson qui sont en train de se marrer copieusement. Tu peux te dire effectivement que, on voit ici,
tu peux te dire que soit il vient de marcher sur un Lego, soit ils vont être potes et donc du coup elle va faire partie de la grande famille de Fast and Furious ou de toute façon personne n'est jamais vraiment méchant parce qu'un méchant devient très vite gentil si vous avez vu les derniers films. On appelle ça le syndrome de Vegeta. Exactement. Le film sort quand ? Le film sort le 24 mai 2023, dans un peu plus d'un an, ce qui veut dire que le tournage est imminent parce que c'est un film quand même qui demande beaucoup de post-production parce que même s'ils essayent de faire beaucoup de cascades en physique, il y a quand même beaucoup d'effets numériques, donc beaucoup de trucages à faire. Ce qui fait que début 2023, Brie Larson, on la verra dans The Marvels, donc la suite de Captain Marvel qui sortira au mois de février, et ensuite dans Fast and Furious 10 le 24 mai. Beau chèque 2023. Tu m'étonnes. Ouais, belle année pour Brie Larson. Ouais. Je vois que tu as des informations aussi sur la durée de certains blockbusters comme Oui, parce Doctor que- Strange et Jurassic Park 3. Exactement, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on avait évoqué il y a pas longtemps sur la durée des blockbusters. Et alors, il se trouve que donc, Jurassic World 3 devrait, parce que c'est pas encore confirmé à 100%, parce que le film sort au mois de juin, devrait durer 2h26. Ce qui, en même temps, peut se comprendre parce que tu te dis. T'as un prologue à l'époque des dinosaures, tu retrouves les personnages de la saga Jurassic World, tu retrouves les personnages de la saga Jurassic Park, tu les réunis, tu devrais avoir vraiment un grand final puisque ils annoncent ça comme la fin des deux sagas Jurassic réunies, donc tu peux te dire 2h26. On peut comprendre l'idée. 2h26 donc pour Jurassic Park. Ça donne quoi par rapport au reste de la saga Ce serait vraiment d'assez loin le plus long parce que en fait les Jurassic Park ou Jurassic World, c'est pas des films très très longs. Le plus long c'était Jurassic World 2 qui dure 2h09. Donc c'est 20 Donc à minutes de l'échelle plus, des blockbusters actuels, ça va quoi. Le plus court étant Jurassic Park 3 qui dure 1h32. Oui, celui-là, Ouais. je me rappelle de ma frustration. Et qui était bien. En 2001. Ouais. J'étais énervé devant ce film. Du coup, on a aussi des infos sur la durée de Doctor Strange Ouais, alors ça c'est 2. beaucoup plus près. Alors il se trouve qu'il y avait une rumeur il y a quelques semaines disant le film va durer 2h28, un peu comme Spider-Man No Way Home et un peu comme les blockbusters, qui est un peu la moyenne des blockbusters actuels. Et bien finalement ce serait beaucoup plus court que ça parce que le film devrait durer 2h06. Ils ont coupé au montage. Alors que, en fait, ils ont coupé. Là où je trouve ça un peu inquiétant, c'est qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de reshoots. Bah ouais. Même des gens disent qu'il y a même, ils ont tourné même assez pour faire un autre film complètement. Et là, 2h06, quand tu sais que tu dois avoir normalement les conséquences de No Way Home, même les conséquences de Endgame finalement sur le personnage de Strange, tu dois faire revenir Scarlet Witch, tu dois introduire America Chavez et les Illuminati. Il doit y avoir 3 ou 4 Strange, il doit y avoir 250 caméos. Putain, en 2h06 de film, Le risque, c'est que ce soit que de la citation, ils apparaissent. c'est que ça risque de fuser. Est-ce que, en vrai, la phrase que tu as dit, ils ont tourné assez pour faire un deuxième film? Est-ce que tu penses pas, je sais pas, hein, qu'ils n'ont pas justement caché le fait qu'ils ont peut-être fait une deuxième partie? Que ce soit un film en deux parties, qu'on s'en rende compte que sur le moment? Non, de ce que je disais, c'est qu'ils disaient on a tourné de quoi refaire le film entièrement en fait. Ils ont retourné le film entièrement, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film, normalement, dans la chronologie Marvel et dans la chronologie des sorties, en fait, devait sortir avant Spider-Man No Way Home. Et du coup, il y a un des personnages qu'on découvrira ici qui devait avoir un rôle important dans Spider-Man. Et donc, du coup, ils ont un peu twisté ça. Donc, du coup, ils ont dû réécrire et je pense retourner beaucoup de choses. Et ce qui se dit aussi, c'est que le succès de No Way Home, et notamment avec les caméos, en fait, ça leur a donné envie d'en faire encore plus. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, finalement, on va pas tous les mettre, et on va faire vraiment une deuxième œuvre qui va faire des caméos, même si c'est pas un Strange 2 ou comme ça, quoi. Ça peut être ça, exactement. En tout cas, donc le film durerait, parce que ça se trouve, ça va encore bouger, mais 2h06. Par rapport au premier, ça. C'est un peu plus long. Le premier, étonnamment, est assez court pour un blockbuster Marvel, puisqu'il ne durait que 1h55. D'accord. Mais sachant que tu n'avais que Doctor Strange et son univers à introduire. Mais je l'imaginais un peu plus long que ça. Tu vois, je me suis dit, comme tous les blockbusters, il doit taper dans les 2h05, 2h10. Mais c'est intéressant ce qu'ils ont réussi à faire parce que le film est annoncé, je crois, un démarrage à 200 millions de dollars premier week-end, donc vraiment très très haut. Et alors que je pense il y a 10 ans, on n'aurait pas misé sur Doctor Strange comme espèce de figure de proue de ramener beaucoup de gens en salle. C'est pas un énorme. Le premier n'est pas un méga succès. Il doit faire dans les 800 millions de dollars, ce qui est quand même très très bien pour un film Marvel. Mais c'est le multiverse en fait, c'est l'attrait du multiverse depuis qu'ils ont décanté ça avec déjà avec Endgame, puis avec New Generation. En fait, maintenant c'est la nouvelle mode de faire du multiverse. C'est comme, je crois, j'ai entendu qu'il y allait avoir un nouveau film X-Men aussi, qui était annoncé aujourd'hui, justement, je crois, plus ou moins, et que ce serait potentiellement aussi du multiverse pour faire revenir des X-Men. Donc en fait, maintenant,
ouais, je suis d'accord quand c'est sorti le premier, ça attirait pas. Mais maintenant, en fait, tu mets juste multiverse quelque part, tu mets des miroirs qui reflètent, tu mets une ville à l'envers, tu dis ouais, c'est bon, j'achète. Et puis il y a cette promesse de caméo. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant la marque Marvel, c'est devenu hyper fort. Quand tu regardes les scores de Black Panther et Captain Marvel, qui ont tous dépassé le milliard dans le monde à une époque où c'était beaucoup plus facile de le faire, tu te dis ouais, maintenant c'est juste le fait de marquer Marvel, souvent ça marche. Il y a le temps pour Marvel, mais il y a aussi que Strange, c'est aussi un personnage un poil moins connu, mais qui, une fois que tu le connais, il est quand même assez intéressant. Et visuellement, le premier, il apportait des Cumberbatch, choses assez nouvelles. Et puis surtout Cumberbatch, l'interprétation, je trouve que surtout en fait dans le cast, enfin après là c'est un avis totalement personnel, mais dans le casting Marvel, c'est un des meilleurs acteurs, en fait, tout court. C'est un de ceux sans hésitation. C'est celui qui joue le mieux parce que déjà aussi, il a un bagage. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il amène quelque chose. Et puis surtout, c'est un des acteurs qui s'est aussi beaucoup diversifié. On l'a vu dans le Jane Campion, on connaît tous la série Sherlock. Et en fait, il a cet attrait. Tu sais que quand tu vas le voir, tu vas voir il va y avoir un truc quand tu vas être il est beau gosse quoi. Il a amené un truc de la même façon que Robert Downey Jr. a amené un peu de lui début, dans Iron Man. Ouais. Il a amené parce qu'il aurait pu être une sorte de Tony Stark bis, c'est-à-dire un peu cynique, leader de troupe qui balance des vannes à tout le monde. Il y a l'histoire en plus de exactement, voilà. Et ils ont réussi tous les deux à trouver leur place en fait. Ouais. Et je trouve qu'il a fait un truc intéressant. Ouais. il y a une petite chose aussi là, je vois Wendigo sur le chat qui a une bonne remarque. Souvent la première version d'un film est peut-être plus celle du réalisateur. Et avec les reshoots, etc., la réécriture peut-être des producteurs et tout ça. Surtout chez Marvel, oui. Tu sais que malheureusement, même si ils ont intégré Chloé Zhao, qui a eu l'Oscar pour Nomadland sur Les Éternels, tu vois un peu ce qu'elle a fait elle et ce que le studio a imposé. C'est vrai que sur un film Marvel comme ça, oui, c'est un peu le cas, parce que c'est surtout le producteur Kevin Feige qui a le final cut. On reste dans les durées, mais on va changer un petit peu d'ambiance. Bah oui. Tu le teasais tout à l'heure, mais on finit avec des infos de durée sur une série plutôt très attendue. Surtout très attendue depuis quelques années, parce que voilà, elle aussi est repoussée à cause du Covid. C'est la saison 4 de Stranger Things, donc qui sera, elle, divisée en 2 parties. La première qui arrivera sur Netflix le 27 mai, et la seconde le 1er juillet. Ce qu'on a appris, c'est que chaque épisode durera un peu plus d'1 heure. Ah oui. Voilà, ce qui nous donnera l'occasion de faire une émission. Les épisodes de série sont-ils trop longs? Est-ce qu'on a le nombre d'épisodes pour chaque partie? Pour chaque partie, non. Je crois que c'est 5 et 5 comme Lupin, non? Ouais, mais je crois qu'il y en a 8 ou 9 en tout dans la saison. Oui, donc ça fait plutôt 4. Ouais, peut-être 4 et peut-être 5 et 4, ok. Comme Laser fait bien les choses, oui. Évidemment, ils en ont profité pour sortir la bande-annonce. Elle est sortie il y a un peu moins de 52 minutes pour être précis. Tout pile. Il n'y a plus le petit bruit à la Carpenter à la fin. Il y a Voldemort qui est revenu à la fin. Alors j'ai la réponse pour les épisodes. Donc il y aura 9 épisodes dans la saison 4. Les 5 premiers seront en ligne sur Netflix le 27 mai et ensuite les 4 derniers le 1er juillet. Voilà. Et il balance ça le 27 mai, jour de la Palme d'Or. La veille. Veille de la Palme d'Or, histoire de bien fracasser la fin. Et sachant que Disney s'est dit, tiens, et si on décalait Obi-Wan de 2 jours pour le mettre bien en même temps que... C'est le 25, il y aura le duel Obi-Wan. Ah non, c'est 27 aussi. Ils l'ont décalé de 2 jours. Obi-Wan Stranger Things le même jour. En fait, ils ont décalé, il y aura... Posez ma journée, moi. Du coup, vous avez un sondage dans le chat, n'hésitez pas à participer. Est-ce que vous êtes hype, pas hype, ou si vous n'avez jamais regardé Stranger Things et que vous en avez rien à faire. Du coup, Petit tour de table. Le sondage est terminé. Bravo à toutes celles et ceux qui ont participé. Merci. Bien sûr. Et nous vous êtes les gagnants. Le jeu concours. majoritairement hype, quasiment à 50%. Voilà, prenez sur un 30-20. Qu'est-ce qu'on en pense autour du plateau de cette bande-annonce? Me permettre, que comme il y a peut-être des gens qui se posent la question, la musique. Parce que moi, vraiment, c'est le premier truc que j'ai cherché, la musique dans la bande-annonce, c'est le groupe Journée. Voilà, je serais très content de le savoir. Ce n'est pas Phil Collins comme on a pu croire. Collins comme j'ai cru le croire. Et on l'a entendu donc dans Tron Legacy aussi, cette musique. Voilà. Du coup, est-ce que ça vous a hypé? Est-ce que malgré l'attente, vous avez hâte? Est-ce que ces enfants sont pas trop grands? Et mal coiffés. Sachant que là, les images qu'on voit, elles ont été tournées il y a à peu près 2 ans. Ouais. Attends de les voir aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui ont vieilli et d'autres non. Ouais. Oui. Il y en a un qui reste, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a la casquette là, qui est... Will? Non, Dustin. Il bouge pas. Mais il est génial, c'est le meilleur. Les autres ont vraiment grandi. Alors, Johan, déjà la série en général. Moi, j'avais adoré la saison 1.
Et ça me replongeait dans mon enfance, quoi. C'était trop bien. Et puis après, au fur et à mesure des saisons, j'aimais bien chercher les easter eggs et tu vois, les trucs en référence aux années 80. Et là, quand je vois ça, je suis pas loin de m'en foutre. Mais ça va être sympa. Ça va être sympa. Mais en fait, peut-être que ça fait aussi trop longtemps, j'ai complètement perdu le fil narratif. Je ne sais plus où on en est. Ok. Voilà. Nous, il y a un truc effectivement dont on avait oublié, qui se passe au début avec la tombe du frère. On s'est dit, c'est vrai qu'il est mort dans la. Pour ça, n'hésitez pas à regarder bien sûr Le Grand Pop, qui a 2 articles sur Stranger Things. Et il y a également une voiture à vendre. Tout à fait. Du coup, mon ami Genius, est-ce que du coup, ça te dit, est-ce que je vais me les faire ou pas? Non, ça m'a jamais intéressé. Et du coup, tu ne comptes pas du tout t'y intéresser? Je compte pas là, non. J'essaie déjà tout rattraper. Je suis en train. Peut-être des OP dessus? Par contre, je vais regarder. Non, mais franchement, non, ça m'a jamais tenté. Même s'il y a référence années 80, tout ça, j'ai jamais. Ok. Mélanie? J'avais adoré la saison 1, la saison 2 était énormément de rêves, j'ai trouvé ça pareil, j'étais vraiment la pêche au rêve, vraiment tout du long, j'ai adoré. La troisième, autant dire que je ne sais plus du tout ce qui se passe dedans. Et là, la bande-annonce, en fait, surtout Stranger Things, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent chaque saison avec un style d'une décennie, en fait. C'est vraiment... Même d'une année. Même d'une année, oui. Parce qu'il y a eu l'année 85 où ils sont en costume de Ghostbusters, tout comme ça. Et là, ça y est, ils sont en 90. Ils sont mal coiffés, ils sont mal habillés. Les effets sont kitsch. Ça a l'air d'être pas très... Enfin, moi, vraiment, c'est un mélange entre les Goonies, vraiment ce qu'on vient de voir. Il y a un peu de... Il y a certains plans qui m'ont fait penser à Legend, le film de... Avec Tom Cruise. Ouais, il y a des moments où je me suis dit, ça me dit quelque chose. Avec la licorne. Voilà, c'est ça. Et vraiment, j'étais... effectivement. Après, c'est une bande-annonce. Encore une fois, il ne faut pas non plus s'attarder que là-dessus, mais... Donc pas convaincu pour l'instant. Franchement, sincèrement, je suis pas sûre de la regarder du tout, même. Ok, du coup, du côté de... moi, je la regarde parce que pareil que vous, j'aime beaucoup la saison 1. La 2, elle faisait un peu redite. La 3 était un peu mieux parce qu'ils arrivaient un peu comme à changer. Là, ce que je crains, en fait, en voyant cette bande-annonce, c'est qu'en fait, Stranger Things, quand ils veulent être beaucoup trop gros, en fait, c'est là qu'ils se perdent un peu. Bah ouais. Parce que finalement, ce qu'on adorait d'abord aussi, c'était la bande de gamins qui était incroyable dans la saison 1. Là, si tu pars avec des monstres à la Hellraiser et des trucs comme ça, et du voyage dans le temps entre la Russie et tout ça, si c'est bien raconté, il y a de la place pour les personnages, carrément. Plus la petite bande qui est séparée, mine de rien. Ouais, il y a ça aussi. Et là, en plus, ils vont dans l'Upside Down faire du vélo, j'ai vu. J'ai l'impression. En tout cas, pas trop, il y a des choses un peu on a étranges. l'impression qu'en tout cas, ils vont redescendre justement, mais de leur plein gré cette fois. Donc ça, par contre, pour le coup, c'est le truc qui m'attirerait le plus, dire là ils y vont de leur plein gré, potentiellement pour faire quelque chose de nouveau. Ouais, sauf que peut-être que là, ça peut être intéressant parce que c'est quand même un univers qui est super stylisé. Donc peut-être que là, c'est juste qu'effectivement le monstre Hellraiser. Ouais, après faut voir après, mais c'est vrai que quand on dit ça, plus les épisodes qui vont être très longs, faut voir ce qu'ils ont raconté et comment ils vont le faire. Mais moi, je suis aussi curieux de voir vraiment comment la série va être reçue, parce qu'il y a eu 4 ans d'écart avec la saison 3. Je pense qu'on a un peu tous perdu le fil parce qu'il y a eu 1000 séries et autant de films depuis. Est-ce que la hype va toujours être là? J'imagine que oui, parce qu'en plus, je pense que le dernier épisode de la première partie va se finir sur un gros cliffhanger, il va foutre Twitter en feu. Mais non, je suis quand même assez curieux de voir ça. Écoutez, moi pour ma part, j'avais pareil beaucoup aimé cette première saison et ce retour dans les années 80. Qui sortait de nulle part. Et surtout, c'était l'une des premières fois où on avait cette mouvance qui après a dominé un petit peu les débats. Du coup, contrairement à vous, moi la 3, je m'en souviens très bien. Je rejoins plutôt Max. C'est-à-dire que je trouve que la 2 était plutôt 1.5. Genre, il manquait quelques épisodes, on vous finit l'histoire. Et une fois que la 2 était passée, on est passé à la vraie saison 2 qui a été la saison 3, qui raconte autre chose avec des enfants qui ont grandi et avec les renoncements nécessaires de l'adolescence aussi par rapport à l'enfance. Le centre commercial. Ouais. Du coup, je suis très curieux de voir vers où ça va aller. Et surtout, si on passe des références pop des années 80 aux références teen movie, il y a aussi quelque chose à faire, je pense. Il faut le faire bien. Mais j'attends... Netflix, ils vont ressortir une autre bande-annonce sûrement, non? Ou au moins plus un trailer dans ce cas-là. 27 mai, c'est dans un mois et demi. Non, je pense qu'au début, tu auras le résumé de ce qui s'est passé. Oui, non, mais en fait, le truc, c'est que là, il y a un peu trop de... Ah oui, il y aura peut-être un autre teaser. C'est ça, parce que là, pour le coup, je trouve qu'en fait, ils ont tellement mis dedans que tu sais pas ce que tu vas voir. S'ils font vraiment un teaser, donc un petit passage vraiment de la série,
je pense que ça peut peut-être un peu plus s'accrocher, comme ça on comprendra peut-être mieux l'intention. Ou peut-être ils mettront en ligne la scène d'ouverture de l'épisode 1. Comme ça te replonge dans le truc. Puis c'est généralement c'est ce qui donne le ton de la saison. Peut-être qu'ils feront ça et comme ça relancera la hype. Par contre, vraiment, le passage du « Oh là là, j'ai perdu mes pouvoirs », ça, j'en peux plus à chaque fois. Mais j'espère surtout que ce sera plus centré sur Dustin et son nouveau et BFF. Joe, non, pas Joe. Joe, c'est l'acteur. Et Mike, non. Le vendeur de glace. Le vendeur de glace, plutôt que sur Eleven, qui n'est pas la meilleure actrice de sa génération. On va pas se leurrer. Tant qu'il y a Dustin, ça va, en vrai. Mais c'est vrai que Dustin et son pote, Dustin est génial. Ils sont cool. Réponse fermée autour de Stranger Things. Voilà, on scrutera s'il y a des nouvelles bandes annonces ou des teasers pour Mélanie, bien sûr. En attendant, on a loupé un sondage important, nous dit l'écran. Oui, mais la majorité du chat avait la ref. Ok. Non, mais j'ai regardé. Mais je voulais pas couper le débat. Pour ça, je vous propose de passer tout de suite maintenant au coup de Projo. Et le premier des coups de Projo, ce sera celui de Johan. Johan, tu vas nous parler de En Thérapie. Tout à fait. La semaine dernière, Mégane était absente. Tout à fait. J'ai donc pris en charge les sorties. Tout à fait. Dans ma mission, j'ai loupé la sortie principale qui était En Thérapie saison 2, qui est pourtant une série que j'adore. Honteux ce qui se passe. Il était donc normal que je le rattrape en coup de Projo, d'autant que c'est formidable. Donc En Thérapie, qui a démarré la semaine dernière, donc c'est le chiffre que je vais vous donner va vous faire peur si vous ne connaissez pas, c'est 35 épisodes par saison. What? Qu'est-ce que quoi? What? Je le fais Mais pas ce sont des épisodes assez courts. Eux, au moins, ils font pas 1 heure. Ce sont des épisodes assez courts et donc en fait ça s'étale sur 7 semaines à raison de 5 épisodes par semaine et autant de patients. Puisqu'en fait, donc En Thérapie raconte la vie d'un psychiatre et de ses patients. Et en fait, il faut prendre chaque épisode comme une séance avec un patient. Et donc, comme il y a 5 patients, toutes les semaines, on retrouve ces patients. Donc, il y a déjà une mécanique qui est très intéressante. Donc, si vous découvrez cette série, notamment la saison 1, plutôt que la binge-watcher, il vaut mieux le faire comme si vous faisiez des séances chaque semaine, parce que ça participe à la force de la série. Et donc là, en fait, cette saison 2 reprend 5 ans après la saison 1. La saison 1 parlait un petit peu des conséquences, notamment nous plonger en plein post-Bataclan, Charlie Hebdo et tout ça. Et là, on est plutôt post-confinement. En tout cas, on est sur la fin du confinement. Donc déjà, voilà, c'est un autre moment de la société française. Toujours emmené par Frédéric Pierrot, qui joue donc le psychiatre et qui est vraiment formidable. Et qui a donc des nouveaux patients qui sont joués notamment par Jacques Weber, Suzanne Lindon, Aïdara, Alyosha Delmotte, plus Charlotte Gainsbourg qui se joint à tout ça pour jouer la superviseuse de Frédéric Pierrot. Et en fait, chaque patient va amener évidemment sa vie, sa tranche d'humanité, ses questionnements. Et c'est toujours aussi bien, quoi, voilà. Donc c'est un peu dur de le décrire comme ça, parce que c'est une vraie expérience, surtout qu'à chaque fois tout se passe dans une pièce, c'est juste un dialogue entre 2 personnes, donc on pourrait se dire c'est chiant, ça raconte rien. Moi-même, quand je connaissais pas la série israélienne puis la série américaine dont c'est adapté, et quand je m'y suis mis, je me suis fait bon, je vais regarder un épisode histoire de voir ce dont tout le monde me parle, mais ça va vite me saouler. En fait, j'avais regardé vraiment les 35 épisodes de la première saison avec attention. Là, j'ai vu les 15 premiers, c'est vraiment formidable, et c'est des condensés d'humanité, de jeux d'acteurs aussi, parce que c'est tous des formidables comédiens. Grande mise en scène de manière très sobre, parce que le dispositif fait que tu es obligé d'être sobre. Et ici, la mise en scène est assurée par Emmanuel Berco, Agnès Jaoui, Arnaud Desplechin, Emmanuel Finkiel et Toledano Nakache. C'est que des pas mal. C'est des beaux noms. C'est pas mal. Et au-delà des patients, le plus intéressant, c'est le personnage central, donc ce psychiatre qui est joué par Frédéric Pierrot, parce que la fin de la saison 1, sans trop spoiler, mais ça s'est mal fini pour un de ses patients. Et du coup, lui est traîné en procès parce que est-ce qu'il aurait dû mieux l'accompagner, prévoir ce que la personne allait faire? Est-ce qu'il n'a pas surinvesti ses propres forces de psychiatre de dire je vais arriver à changer telle personne? Et en fait, ça interroge aussi beaucoup sur le rôle des psys. Et c'est passionnant. Voilà, vraiment. Alors, petite question là, que je vois sur le chat, c'est que je me posais aussi, donc je vais en profiter pour rebondir dessus. Est-ce qu'on a eu, peut-être vous, dans la couverture du truc, ou est-ce que Arte l'a fait, ou comme ça, des retours de psychiatres c'est ce que je voulais savoir, justement. Ou est-ce que non, on n'a pas posé je crois on avait rencontré des psys. Je pense que tous les psys regardent cette série et je crois que tout le monde trouve ça vraiment très intéressant. Donc ça va évidemment. Il y a forcément un côté caricatural parce que tu dois quand même reconstruire avec le bureau du psy, tu vois, avec le divan, tout ça, tu dois jouer un peu sur des archétypes que tout le monde a dans la tête, mais l'écriture est tellement fine et le jeu d'acteur aussi que en fait ça raconte vraiment quelque chose d'humain et qui permet aussi en le regardant sans faire sa propre psychanalyse, mais de s'interroger sur soi-même, sur ses propres blessures, sur dire ah oui, tel truc que j'ai dans ma vie, si je l'abordais de telle façon, je l'avais pas vu comme ça. Enfin, moi ça m'a beaucoup fait réfléchir à plein de trucs de ma vie aussi. Justement, ma question c'est est-ce qu'il y a eu une étude sur le fait
fait que depuis la sortie d'En Thérapie, ou en tout cas de la saison 1, il y a plus de gens qui vont voir des psys. Parce que, en fait, ça dédiabolise un petit peu le fait. Ça décomplexe. Ça décomplexe énormément parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui pensent qu'aller voir un psy, c'est ne pas aller bien. Alors que c'est faux. Ne pas aller voir un psy, c'est juste pour encore aller mieux, même si on va très bien. Et en fait, justement, je me demande, est-ce que ça n'aurait pas ce côté un peu bénéfique je sais pas s'il y a des démystification. Je crois que ça fait quelques années déjà qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens justement qui voient plus ça comme un tabou. Et il se trouve que le confinement, et c'est pour ça je pense que la saison 2 est d'autant plus intéressante, c'est que le confinement a créé, a beaucoup touché la santé mentale des gens et donc du coup a créé beaucoup plus de demandes. Donc, je pense qu'il y a une espèce de cercle vertueux et je ne sais pas si la série a vraiment un impact là-dessus, mais ça peut jouer parce que ça peut donner une image sympathique finalement d'un psy qu'on a toujours vu comme quelqu'un de caricatural. Puis il y a ces traumas-là, que ce soit les attentats ou la pandémie, qui ont marqué un petit peu tout le monde aussi. Donc c'est vrai que voilà, ça fait écho à tout ça. Merci Johan, en tout cas, En Thérapie. Je peux vous voir un dernier truc, c'est que alors ça se voit sur Arte, et donc sur le replay d'Arte également. Gratuit. Voilà, Allociné est partenaire, et ce n'est pas pour ça que j'ai fait ce coup de projo, c'est que c'est une série que j'adore, mais il s'avère qu'Allociné est partenaire. Donc si vous le regardez et que vous voyez Allociné présente, ne vous dites pas ils ont pris un gros chèque, car ce n'est pas le cas. C'est vraiment une série géniale. La preuve, je suis en t-shirt. Et la saison 1 est sur Disney+. Pour ceux qui veulent la rattraper. La saison 1, étonnamment. Il n'y a rien sur Canal? Non, il n'y a pas. Tu peux accéder maintenant à Arte via MyCanal. Voilà, je crois que je l'ai vu sur Canal, c'est pour ça. Je reste tourné vers toi, Max. Ça tombe bien qu'on parle de MyCanal en plus. Le second projo. Et on en a déjà parlé parce que c'est une de mes séries préférées, donc oui. Et parce que moi, je me suis arrêté assez vite et tu m'as dit, mais oh là là, quelle erreur! Exactement. Il s'agit de Person of Interest. Je vais le redire exactement, qui est une de mes séries préférées, donc qui est dispo depuis aujourd'hui en intégralité sur Canal+. Donc vous pouvez regarder les 103 épisodes répartis sur 5 saisons de ce qui est pour moi l'une des grandes séries des années 2010 et aussi l'une des séries que je trouve les plus sous-estimées. Après, voilà, plus j'en parle et plus je me rends compte que beaucoup de gens en fait, finalement aiment cette série et sont d'accord avec le fait qu'on n'en parle pas assez. En fait, c'est une série qui a été produite par J.J. Abrams et créée par Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher Nolan, qui s'est émancipé justement avec cette série qui a été diffusée à partir de 2011 aux États-Unis et qui, pour le résumer assez schématiquement, on va dire, c'est un peu un croisement sur le papier entre Les Experts et Minority Report. C'est-à-dire qu'on a deux personnages principaux qui sont joués par Michael Emerson de Lost et Jim Caviezel qui était le Jésus de Mel Gibson, qui enquêtent sur des crimes, sauf que ce sont des crimes qui vont avoir lieu grâce à une machine qui leur donne l'identité d'une personne qui sera impliquée dans ce crime-là, sans leur dire si la personne sera la victime ou le coupable du crime. Joli. Pas très bien. Joli. Voilà, ce qui du coup, évidemment, Ils n'auraient pas pu inventer une meilleure machine. Alors, déjà la première question. C'est aussi une possibilité. Après, donc en fait, voilà, tout le suspense de chaque épisode repose sur déjà qui est la personne en question. Et comment elle va être impliquée dans le crime et est-ce qu'on peut empêcher que le crime se produise aussi. C'est aussi l'un des grands questionnements que pose la série. C'est est-ce que si tu sais à l'avance que quelque chose va se passer, est-ce que tu peux arriver à l'empêcher ou est-ce qu'il faut laisser les choses se faire? Question, justement, moi qui ai arrêté rapidement, je trouvais que c'était très systémique. C'est-à-dire qu'on était, je vais caricaturer, mais comme dans un épisode des experts avec à chaque fois une mise en situation, le générique, est-ce que c'est la victime, est-ce que c'est l'agresseur, résolution, on se serre la main, salut pour le prochain épisode. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, faut savoir qu'aux États-Unis, c'était diffusé sur la chaîne CBS, qui est la plus grosse chaîne publique. C'est un peu, un peu notre TF1, si on veut dire. Donc, c'est-à-dire que quand je faisais le parallèle avec Les Experts, c'était aussi pour ça. C'est-à-dire que au début, tu es beaucoup dans le 1 cas par épisode. En fait, c'est ce qu'on appelle un procédural. Oui. Vraiment, c'est que tu as une enquête, un début, un milieu, une fin. Et moi, je me rappelle, cette série-là, j'avais regardé les 5-6 premiers épisodes. Je l'attendais énormément et j'étais hyper déçu. Je me suis dit, c'est sympa, mais en fait, t'avances pas dedans. Et il se trouve qu'assez vite, finalement, au bout peut-être du 8-9e, t'as un des personnages récurrents qui commence à apparaître. Et là, ça lance toute une mythologie autour de la machine en question, autour des personnages. Et en fait, ça amène pas mal de questionnements. Parce que déjà, la série est ancrée dans l'Amérique du post-11 septembre. Ça se passe à New York aussi, c'est pas anodin. Le personnage qui a créé la machine l'a fait après un attentat parce que justement, il voulait empêcher ce genre de choses. Ça parle aussi du rapport de l'homme à la technologie, de l'intelligence artificielle, du libre arbitre qu'on retrouvera beaucoup aussi dans Westworld, qui a été créé par Jonathan Nolan.
Et donc voilà, en fait, c'est une série qui à la fois donc, suit un schéma qui est quand même assez identifiable pour le grand public, tout en développant une mythologie que je trouve passionnante et en posant des vraies questions, des questions éthiques aussi sur est-ce que justement tu peux arrêter quelqu'un avant qu'il n'ait commis un crime, comme on l'a dans Minority Report. Et ce qui est assez dingue en fait, c'est que la série s'est calquée sur l'actualité, parce que donc, la série est lancée en 2011. Et en 2013, on a les révélations de Edward Snowden sur les programmes de surveillance de masse qui ont eu lieu aux États-Unis. Et à partir de là, la série a bifurqué. En fait, elle a créé genre une autre entité avec une autre machine, donc voilà, qui elle est Fonctionne. beaucoup plus voilà, qui elle fonctionne déjà et qui elle est utilisée à des fins beaucoup plus néfastes. Donc ce qui fait que la série a aussi un discours sur ce qui au début semblait être l'une des cartes des personnages principaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien d'épisodes, combien de saisons et pourquoi t'en parles aujourd'hui? Alors, donc, il y a 103 épisodes qui sont répartis sur 5 saisons. En fait, en gros, comme c'était sur une chaîne publique aux États-Unis, ça durait. Les 4 premières saisons durent 20-22 épisodes et la dernière est beaucoup plus courte parce qu'en fait, ils ont décidé de l'annuler, mais ils ont laissé quand même au créateur le temps de la terminer. Il y a une vraie fin, c'est ce qu'il faut savoir. J'en parle aujourd'hui puisque c'est dispo sur MyCanal depuis ce matin. C'était sur Salto avant pour ceux qui avaient Salto. Mais ça passait justement, tu parlais, ça passait sur TF1 en fait. Ça a été diffusé sur TF1. Moi, je sais que mes parents regardaient sur TF1. Comment, c'est ça, au bout c'est d'un le fait moment. que comme ce soit des histoires séparées à chaque fois, c'était un peu décousu. Voilà. Mais ça fait, comme les experts, ça passait sur TF1 le soir à 20h50 quoi. Exactement, et j'en parle parce que voilà, c'est une de mes séries préférées que je trouve vraiment brillante, hyper émouvante à la fin, et avec même des épisodes, il y a un épisode dans la saison 4 qui pour moi est l'un des épisodes les plus brillants que j'ai vus de ces 10 dernières années, sur les probabilités aussi, en fait tu es au cœur de la machine, et donc tu vois une situation dans laquelle les personnages sont plongés. La première fois, en fait, ça se finit mal, le héros meurt, mais en fait, la machine rembobine et en fait voit une autre probabilité. Donc il y a quelques épisodes comme ça qui sont assez brillants. Il y a un autre épisode dans l'une des saisons où tu savais, grâce à la promo, que l'un des personnages principaux allait mourir. Et en fait, c'est tellement bien écrit, tellement bien mené que à un moment, tu penses que le héros lui-même va mourir aussi. Donc, vraiment, c'est une série brillante qui a un schéma vraiment assez simple, mais qui arrive à tricoter quelque chose autour, et vraiment, j'ai adoré cette série. Est-ce que la fin t'a déçu? Non, la fin, j'aime La fin beaucoup. t'a pas déçu? Non, la fin, justement, en fait, je trouve que la fin se tient bien, et je la trouve vraiment émouvante, ce qui n'était pas forcément gagné, parce que c'est quand même une série, Christopher Nolan et Jonathan Nolan, c'est pas les mecs que tu vas voir pour de l'émotion, c'est pour des trucs très cérébraux, très écrits, assez réalistes, et en fait, ils arrivent à te cueillir, lui, du coup, arrive à te cueillir là-dessus. Person of Interest disponible sur MyCanal si vous aimez Minority Report, Les Experts et Black Mirror, de ce que je comprends. Et même Batman, parce que la relation entre les deux personnages principaux, il y a un peu un côté Batman et Alfred aussi. Et Alfred, très bien. Donc voilà, Person of Interest est peut-être pour vous. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez. Accrochez-vous un petit peu au début. Oui, voilà, passez les 5, 6, 7 premiers. Ouais, c'est ça. Voilà. 8, 9, 10. Passez les 5 premières saisons, le dernier épisode est génial. C'est bon. La fin est comme ça. Du coup, générique. merci beaucoup, Max. Mon cher Genius, Ouais, quelque chose changement un peu plus léger là. On est dans LOL qui ressort. C'était quoi cette émission de Bakri pour... Je vous fais un petit je vais tenter un Philippe Lachaud après, mais je vous garantis pas que c'est fou. alors, LOL qui ressort. Qu'est-ce que on dit c'est, quoi? LOL. On dit LOL. Voilà. Je voulais faire, j'attends que tout le monde voit les épisodes de Moon Knight, parce que voilà, même moi là, pour moi, Il n'y en a eu que 2. Donc. ouais, parce que pour moi, Marvel, ça a repris le Moon Knight me régale. Qu'est-ce que c'est que LOL qui ressort à la voix de Philippe Lachaud? Bienvenue dans LOL, le premier humour qui rigole sera éliminé de la compétition. On dirait quelqu'un d'autre en fait. Attends, Ça, c'était Philippe Lachaud? Non, c'était Antoine Decaune, arrête. C'est Antoine Decaune. bon, le boss, attendez, pas fait chaud. Elle est belle. Donc en gros, voilà, LOL qui ressort, en gros, c'est plusieurs humoristes influenceurs qui sont enfermés dans une grande pièce. C'est le truc qui est tiré au Japon, là. Voilà, la bibliothèque notamment, Ouais, etc. ouais. Il y a eu la saison 1, moi j'ai pas vu la saison 1, j'ai vu la saison 2. Et ils sont enfermés pendant 6 heures. Et évidemment, le premier humoriste qui rigole se prend un carton jaune. Et s'il rigole une deuxième fois, il prend un carton rouge, du coup, est éliminé. Et le dernier qui reste évidemment en vie, qui ne rigole pas et remporte la compétition pour son association et remporte, je crois, une somme d'argent, je crois que c'est 50 000 €, un truc comme ça. Du coup, le Fort Boyard du rire. ouais, c'est ça. Au tout début, franchement, mais alors j'en ai parlé un peu dans le récap, je voyais la bande-annonce, je ne suis absolument pas, bon, pourtant je suis en bout en train, je rigole dans la vie, mais je suis absolument pas client de ça. Alors déjà, je suis pas forcément fan des invités. Bon, Eric et Ramsey, c'est la famille, tout ça. Je suis pas fort un grand fan d'Ahmed Silla, pas un grand fan de Camille Lelouch. J'ai regardé un épisode et franchement,
je me suis vraiment prêté au jeu. J'ai regardé du début à la fin. On rigole du fait que ça soit tellement pourri de savoir qui va craquer en premier, de savoir quelle sera la carte Joker, parce qu'on rappelle que chaque influenceur, au bout d'un moment, ils ont une carte Joker, ils se mettent sur scène et ils déballent en gros une espèce de sketch, une espèce de série de conneries pour faire rire les autres. Franchement, c'est hyper efficace. Tout le monde joue le jeu très bien. Et je te dis, il y a le suspense pour savoir qui va craquer. Je te coupe, mais c'est des vrais rires, tu penses, ou est-ce qu'il y a un truc un peu écrit, un peu forcé? Ah non, il n'y a pas de rire. En fait, il n'y a pas de truc écrit. Il n'y a rien. Sauf les cartes Joker, c'est que des trucs pourris où, en gros, tu parles de quoi? Je vois ce que met dans Voyeur. Est-ce que justement, à un moment, c'est pas écrit, genre qu'à un moment, il y a que genre Ramsey va rigoler Non, je pense à pas. télé- Moi, j'ai pas vu la saison 2, j'ai vu la saison 1. T'as vu la saison 1? Il y avait qui dans la saison 1 du coup? Il y avait qui en Il saison y avait 1? Gérard Jugnot. Il y avait Julien. Ouais. Voilà, moi, Il y avait- je me souviens de Julien, Alexandra Qui a Kojandi, Alexandra Lamy, qui a apparemment Et- gagné et qui est animatrice là avec la Et je me souviens d'un moment très drôle où Junio, en fait, quelqu'un lui dit juste une connerie et en fait, le mec, tu vois, c'est une douleur de pas rire. Et, Ah bah oui, c'est ça. et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point tu peux te faire mal à ne pas rigoler. C'est exactement ça. Ça nous rappelle en classe. Ouais, Ouais. c'est C'est exactement. ça qui est trop. Tu vois Darmon. Alors Darmon, c'est le boss. Il est comme ça tout le temps. Tu vois. En fait, ça devient une souffrance. Et il y en a- En plus, quand tu sais que quand tu dois pas rigoler, c'est là que tu peux vas pas. te marrer. Alors, il y en a des fois qui focus sur un autre et carrément la personne s'en va de la pièce et fait non, je veux pas entendre ce que tu as à dire parce que l'autre il va dire une connerie. Du coup, il se bouche les oreilles et tout. Donc franchement, ça a l'air au début un peu cringeos. J'étais pas forcément client. Et ça se regarde très 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 bien, c'est très sympathique et on voit quand même que les mecs jouent le jeu, sont quand même Est-ce que assez bons Eric et dans l'ensemble. Ramsey saccagent le décor? Parce que chaque Non. fois qu'ils vont dans une émission de télé C'est tous les fini. deux, ça finit mal. Ils ont arrêté. Ils sont restés Le seul défaut du programme, je ne sais pas si c'est le cas en saison 2, mais en tout cas, moi j'avais regardé toutes les saisons 1, c'est que tant qu'il y a beaucoup de gens dans la pièce, c'est très sympa. Et en fait, plus il y a des éliminés, quand ils sont plus que deux à la fin, c'est extrêmement long et chiant. Bah, en fait, la fin de la 2, C'est un peu le problème. Parce qu'en fait, les deux personnes qui se regardent, il ne faut pas que je rigole, et Bah, du coup, toi, tu t'ennuies un peu. et je spoil pas, mais à la fin de la 2, il y a une fin assez inédite, parce qu'ils sont tellement conditionnés à rire qu'en fait, plus rien ne les fait rire. Tu vois, ils sont en mode, on reste Voilà. Et focus. du coup, c'est un peu moins bien. C'est un peu- Mais par contre, quand il y a beaucoup Ouais. de gens et que c'est qui va te sortir une connerie Voilà. qui va faire éclater Peut-être que pour la le finale, il faudrait que tout le monde revienne. Ouais. ça pourrait être mieux. Il y a encore des trucs à Et peaufiner. du coup, il y a peut-être une petite truc, c'est pas incroyable. Encore une fois, faut pas s'attendre à ce que le mec sorte des vannes incroyables, même si vous n'avez pas forcément les personnes à l'intérieur. Franchement, c'est sympa et on passe un petit moment. En plus, je crois qu'il n'y a que 6 épisodes, Et ces épisodes d'une demi-heure. Moi, je me dis, dans la saison 3, tu mets Jonathan Cohen, elle dure 20 minutes la saison. Ouais. Je pense que tout le monde craque. Ah non, mais t'as des mecs qui sont. Darmon, il est vraiment très fort. Et la show, il fait quoi? Il est La show, il est animateur, arbitre, et arbitre. en fait, il y a l'ami et la show qui sont dans leur pièce un petit peu la tour de contrôle. Ils surveillent et dès qu'il y a quelqu'un qui Ici, la voix. ici, Ouais, c'est quelqu'un ça. rigole, il y a un gros buzzer, ils viennent et carton rouge. En fait, c'est un peu comme le loft, le dispositif. Oui, c'est Donc, en ça. fait, il y a plein de caméras et des fois, en fait, certains Ouais. vont dans un coin de la pièce et se C'est cachent, ça. mais sauf que les caméras les chopent à ce moment-là, donc c'est là où ils distribuent ces Et cartons. dès qu'il vient, il monte le replay, parce qu'il y en a qui disent ouais, j'ai pas rigolé. Bon, ça c'est la fausse vanne. Attends, j'ai pas rigolé, etc. Il monte le replay et puis voilà. Donc voilà, il y a tous les épisodes et ça se regarde facilement. C'est très léger. Donc, tranquillement, quoi, tranquillement. Merci. Ah, c'est très différent dans C'est Thérapie. disponible sur, Très différent dans C'est très Thérapie. différent. On rigole beaucoup On dans rigole. Thérapie, par exemple. disponible sur Prime Video. Voilà. 2 saisons à dispo. Deux saisons. de J'ai 6 pas vu la épisodes. 1, j'ai pas eu la 1, mais. Merci beaucoup, c'est mon cher Genius. Je vous sympathique. propose de passer au gros sujet du jour. Je laisse ma voix prendre un Oh. petit peu de temps, le temps à ce que la régie puisse faire les nécessaires pour. Et c'est le ça parle. Ça parle donc sur les films et séries politiques. On va y venir sans faire de politique. Mais dans un premier temps, on va laisser la parole à notre ami Johan, Bonjour. qui dont il est déjà en train de briller. Bonjour, monsieur Sardé. Je vais vous dire, Allociné, c'est comme la France. Putain, mais les gueules de l'info, quoi. D'ailleurs, tu vois, regarde, si on était dans le LOL qui ressort carton jaune, carton Ah, jaune, carton bah, jaune. tu vois, Tiens. tu Ah, là, je rigole pas, là. Ah, mais Tina fait Sarko d'ailleurs. Oh, Bon, vas-y, bordel. c'est pour toi. Du coup, Johan, tes équipes ont réussi à poser des questions cinéma et séries aux différents candidats. Donc, c'était avant le premier tour. Exactement, tout à fait. Donc une journaliste qui a travaillé avec nous, qui s'appelle Camille Marigot et que je salue, qui est donc partie à la rencontre soit des candidats, soit en tout cas de leur staff proche, pour essayer de leur soumettre déjà des questions que nous on avait sur le piratage, la chronologie des médias, le jeune public, l'accessibilité. Donc, plein des de questions choses. plutôt culturelles. Voilà, et vraiment lié à la sociales. culture, parce que comme l'écologie, la culture a été un peu absente des débats. Donc en fait, l'idée, c'était de revenir sur pas mal de questions liées à l'industrie du cinéma que vous pourrez retrouver sur Allociné et sur Box Office Pro. Et par ailleurs, en fait, on avait un petit questionnaire un peu plus léger, décalé, en tout cas pour connaître les goûts cinéma des différentes candidats et candidats. Et donc l'idée, c'est de vous les donner. J'ai plein de catégories différentes, ça peut être assez rigolo de les passer en revue. Le premier, c'est le film culte Évidemment. de chacun et chacune. Oh là, ça j'ai hâte. Avec, je le disais en début d'émission, des choses qui semblent très logiques et des fois des choses qui semblent plus surprenantes. J'ai hâte. Vous allez voir. Donc Nathalie Arthaud, film préféré, le jeune Karl Marx.
La balle. La balle. Le rire. Voilà, c'est assez logique. On devrait le faire sous forme de quiz. Franchement, tu retrouves qui Et après, il y a des choses plus étonnantes. Donc, Fabien Roussel, les tontons flingueurs. Ah, ça c'est cool. Voilà. Ok. Et C'est bien. Emmanuel Macron, alors je précise qui n'avait pas pu répondre à notre questionnaire. Donc en fait, j'ai repris ses réponses de 2017, mais Évidemment. logiquement, ton film culte ne bouge pas. Enfin, j'espère pas. Donc c'était La Grande Illusion. Oh. Jean Lassalle, Le Bon, la Brute et le Truand. Ah, Voilà, et Clint Eastwood est revenu pas Ouais. mal dans son questionnaire, donc il est ouais. très fan de Clint Ah, Eastwood. Marine Le Pen, Braveheart. Éric Zemmour, Barry Lyndon. Jean-Luc Mélenchon, Blade Runner. Mais non. Ah ouais. Oh. Ça, c'est plus surprenant, par contre. Anne mais Hidalgo, c'est- L'étoffe des héros. Ok. C'est surprenant aussi. Yannick Jadot, Il était une fois dans l'Ouest. Valérie Pécresse, Le dernier métro. Philippe Poutou, Les temps modernes. Et La base. Nicolas Dupont-Aignan, Le sel de la terre, donc le documentaire de Wim Wenders. Ah oui, ça aussi, c'est étonnant. Enfin, que Ouais. quelqu'un, c'est un documentaire. Voilà. Ouais. oui, Ah, après assez ça fait étonnant. très réponse d'intello, de fac de cinéma. enfin, Oh, le Mais, Blade- ça, mais ça pourrait être quelqu'un qui est à fond sur l'écologie, justement, qui cite un documentaire comme celui-ci. Non, c'est sûr, c'est une bonne réponse. Ah, le Braveheart, non, le Blade Runner, il m'a régalé. Le Blade Runner, Le il Blade Runner, il m'a. Ah, il est- C'est m'y peut-être attendais pas. le plus surprenant. Ouais. Oui, pour je m'y le coup. attends. Qu'est-ce que tu as d'autre, Johan? Une réplique de cinéma qui vous inspire. Oh là là. Oh. Ça, c'est rigolo. Et ça, tu vas bien qu'ils sont capables au tac au tac de sortir un truc. Et surtout, il y en a qui disent la même réplique. Je veux dire, dans Parce qu'il y en a un, l'histoire c'est un des répliques, pomme. il y a quand même le choix. Ouais. Et il y a une réplique qui revient. Oh. Ah ouais. Chez Ah. des gens qui sont à Alors, attends. des bords opposés de l'échiquier politique. Très étonnant. Non, c'était pas Très du étonnant. 117 comme ça. c'est un Nathalie peu- Arthaud, le monde se divise en deux catégories, Ah, ceux bah qui oui. tiennent un pistolet chargé Ouais. et Oui. ceux qui creusent. Ah, du coup, Le bon, c'est dans la la brute et salle le aussi, truand. j'imagine. Ouais, ça, ouais. Jean Lassalle également. Bah, Bah oui. facile. Exactement la même réplique. Et je me demande s'il n'y en a pas quelqu'un d'autre qui l'a donné. Non, mais en tout cas, ces deux-là, voilà, qui sont pas Ce qui est, forcément oui, du ce même qui bord est- ce politique. qui est étrange, Donc, c'est étonnant. en fait, politiquement parlant. mais oui. T'imagines Ouais. s'il y en a un qui te sort ou une Philippe, je sais que. Ou quelqu'un qui sort le monologue de Christophe Clavier dans les bronzés quand il est cul nul. Fabien Roussel avait donné une réplique de Audiard dans le film Les Barbouzes. La retraite, il faut la prendre jeune, il faut surtout la prendre vivant. Ce n'est pas dans les moyens de tout le monde. Donc là, on est sur une idéologie. Barbouzes, quand même. voilà, on est quand même sur de En plus, l'idéologie. c'est un message un peu. Ouais, c'est un peu un Ouais. message quand même. Emmanuel Macron, heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière. Donc, il n'y a pas une réplique de film à proprement Oui, parler, bah mais c'est alors. une maxime de Audiard. Ah. Jean Ouais. Lassalle, je l'ai donné. Marine Le Pen, on est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis. C'est dans quoi ça? C'est le film Le Président. Et aussi un dialogue de Audiard. Audiard, on Ah, se rend compte, revient ouais. beaucoup. Ah bah, Ah ouais. C'est parce que bon, vraiment, c'est quand tu veux parler cinéma français, t'es obligé de citer du Il y a Audiard souvent pour Audiard qui pour revient. te la péter. Jean-Luc Mélenchon, nous ne possédons rien sur Terre, nous sommes de passage et c'est tout. Out of Africa. Ah, Là, je reprends Anne aussi. Hidalgo, Ouais. les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. ah oui. La folie des grandeurs. Ouais. Elle est bien, elle est bien. Yannick Jadot, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la Oh. montagne, si vous n'aimez pas la Ok. ville, allez vous faire foutre, à bout de souffle. Souffle. Bon choix. Valérie Pécresse, personne n'est parfait. Dans certains certains shows. Ouais. Nicolas Dupont-Aignan, un homme sans ennemi est un homme sans valeur. Largo Winch. Très étonnant. Largo Winch. Ah ouais. Très étonnant. Non, mais c'est étonnant. C'est étonnant. Et Éric Zemmour et Philippe Poutou n'ont pas souhaité répondre à cette question. Oh, Alors, moi, je suis déçu qu'il n'y ait pas de Chuck Norris. Je mets les pieds où je veux. C'est sur ça, la- c'est ça. Celle-là, Ah, ça aurait été celle-ci, serait- Ça, Mélenchon, ça aurait bien été. C'est vrai, ça. genre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres. Est-ce que vous voulez, je vous dis, on a un personnage de cinéma qui vous inspire. Ah oui, ça c'est bien ça. Ça, tu veux Oh, bien regarde, ça, ça, David ouais. Je sens qu'on va faire tout le questionnaire. Je sens qu'on va faire- Je mets 10 balles sur l'homme sans nom pour Jean Lassalle. Alors, Nathalie Arthaud, le personnage, c'est Norma Ray. Elle nous a même donné une réponse. Personnage principal du film du même nom, car c'est une femme, une ouvrière qui découvre qu'il est possible de s'organiser, travailleurs blancs et travailleurs noirs, ensemble. En découvrant la lutte collective, tout un monde s'ouvre pour elle. Pas étonnant, Logique, mais- avec Plutôt- Mais, plutôt logique. ouais. mais hyper argumenté. hein. Ouais, Voilà. de ouf. Fabien Roussel, Robin des Bois pour son sens aigu de la justice sociale. Classique. Tout à fait. Bien, mais classique. Emmanuel Macron n'a pas pu répondre, enfin en tout cas il n'a pas répondu. Jean Lassalle, Clint Eastwood, donc pas un personnage de cinéma, Clint Eastwood. C'est Clint Voilà, voilà. Trop- En vrai, vraiment, j'espère qu'il a, tu sais, le gros pack Clint Eastwood avec Ah tous les oui. films chez lui et qu'il est là tous les dimanches, genre, moi je suis content. Il se fait ouais, un truc, tu lui. Marine Le Pen, c'est Jeanne d'Arc. Pardon. Jeanne, au secours. C'est pas Éric bien. Zemmour, c'est Jean Gabin dans Le Président, qui est souvent un personnage qui revient chez beaucoup comme Ah le bah ouais. meilleur président de cinéma. Jean-Luc Mélenchon, très étonnant, Rocky Balboa. Mais non, putain. Tout le monde pense qu'il ne tiendra pas plus d'un round ou deux, mais il vainc tous les pronostics et reste debout jusqu'à la fin du combat. Bah, ce qui est assez raccord en plus. Ouais. c'est que- Ce qui est c'est- assez raccord. Non, Voilà. non, ouais. Anne Hidalgo nous a parlé de Brigitte Nyborg, qui est l'héroïne de la série Borgen, Ah oui. une série sur la politique scandinave. Yannick Jadot, Henri Fonda dans 12 ans en colère. Ouais. Ok. Ouais. Donc pour resituer, Classique. ça se passe dans un juré, et donc c'est la seule personne qui ne veut pas condamner un innocent. C'est un bon choix.
Voilà. Valérie Pécresse a donné la même réponse que Anne Hidalgo, donc la dirigeante danoise de Borgen. Philippe Poutou n'a pas souhaité répondre. Et Nicolas Dupont-Aignan nous a parlé de Patrick McGowan dans la série Le Prisonnier. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Oh. Ok. Et là, nous sort le Joker. Ça n'a rien. Un dernier. Un petit dernier. Allez, pour quel président auriez-vous voté? Citez-nous un film ou une série politique à voir absolument. Et peut-être on va garder celui-là. Est-ce s'il fallait donner un titre de film à la campagne? Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est beau. Très, très beau. Fais tout. Pour Nathalie Arthaud, la campagne 2022 s'appellerait Ridicule, de Patrice Lecomte. Pour Fabien Roussel, ça s'appellerait Invictus, parce qu'une nation unie l'emporte contre tous les pronostics. Emmanuel Macron n'a pas souhaité répondre. Jean Lassalle nous a dit « Il était une fois dans l'Ouest ». Très western. Il aurait putain de bon la Est-ce qu'il a déjà regardé d'autres choses que des westerns? Il était une fois en Amérique. Heureusement qu'il n'a pas sorti la mule. Pour Marine Le Pen, la campagne aurait pour titre Le Bon, la Brute et le Truand. Ah bah ouais. Je vous laisse deviner Évidemment. qui est qui. Bien sûr. Je précise. Pour Éric Zemmour, ça s'appellerait La Conquête. Ouais. Pour Jean-Luc Mélenchon, Rien ne sert de courir. Pour Anne Hidalgo, Borgen. Pour la place des femmes, le spectacle permanent et la détermination à porter ses convictions. Pour Yannick Jadot, ça s'appellerait Don't Look Up. Pour Valérie Pécresse, Les 400 coups. Philippe Poutou n'a pas souhaité répondre. Et pour Nicolas Dupont-Aignan, ça s'appellerait La Grande Illusion. Ah ouais. Ok. Non, C'est marrant, il y a vraiment des très bonnes réponses des pour le trucs coup. Ça régale. C'est un exercice de C'est drôle, style c'est drôle, assez, ce jeu. assez C'est drôle, intéressant. ça marche en tout cas. Même sur les films préférés, c'est vrai que t'as pas non plus genre La Grande Vadrouille, tu sais, des trucs Ouais, très très français. bah, tu sais, Oui, non, même mais très très populaires histo- ouais, qui très parlent populaire. vraiment. Oui, mais Je sens que c'est un peu en lien avec leurs convictions. Oui, mais la question était justement pas leur film préféré, c'est leur film culte. Oui, leur film C'est ouais, mais c'est encore différent. Film préféré, c'est effectivement, on a tous un film préféré, un peu niche et tout. Et le film culte, celui, Ouais. en tout cas, moi, je le vois plus comme le film qui te définit un petit peu. Ouais. Moi, il est j'aurais dit toujours j'aurais dit genre les bronzés font du ski. Quoi. Ouais, tu vois, si je me présente à la présidentielle, je dis Mad Max 2, les gens vont avoir peur. Déjà, sur le prix de l'essence, on va être un peu embêté. Je vote pas pour lui. Merci en tout cas, Yoann. Très bon, Tu très tu bon. peux C'est très rappeler la journaliste. Elle qui a s'appelle posé- Camille Marigot, elle travaille notamment pour France Culture. Et voilà, à chaque présidentielle, on recollabore ensemble et elle a fait un super Ouais, boulot. c'est super. C'est vraiment toutes top. les infos. Ouais. Merci beaucoup, Yoann, pour ce petit éclairage. Excellent. Donc nous sommes là pour parler des séries et des films politiques. Oh. J'ai une première question pour vous. Est-ce que les films et séries politiques sont-ils nécessairement politisés? Ah ouais, exactement. Allez, bisous, bye. Bah, j'ai envie de dire que même si ils le veulent pas, c'est-à-dire qu'ils disent genre on va vous montrer Ouais. comment fonctionne un gouvernement, je pense que inconsciemment biais. ils finissent par l'être. Par les personnages qu'ils mettent en avant, par les actions qu'ils mettent en avant, je pense que. Par la manière de filmer, par la manière Ouais, c'est ça. d'écrire. Mais de toute façon, après, c'est un peu la tarte à la crème, mais ce que beaucoup de gens disent, à part le réalisateur de Joker, justement, c'est que tous les films sont politiques Bah parce oui, que ce que ou tu de choisis de Bacter. montrer, ce que tu choisis de faire, même les films Marvel, en fait, à leur manière, est sont politiques parce politisé. que ça correspond à des idéaux, à une idéologie. Même à- Alone in the Dark. De quoi Même Alone in the Dark. Même Alone in the Dark, même Uebo, les politiques, monsieur. Donc c'est ça, mais je pense que les films politiques, ouais, d'une manière ou d'une autre, que ce soit voulu ou pas, enfin inconsciemment, je pense que ce C'est que un tu point de montres et vue, ce en que tu. fait. Surtout qu'en plus, dans les films, il y a un montage. C'est-à-dire que C'est ce que j'allais dans dire. tout ce que c'est tu as que- filmé, Justement. dans tout ce que tu as filmé, tu choisis. Sinon, en fait, il faudrait une webcam qui diffuse en live Voilà. dans, par exemple, une assemblée. Et là, tu dis, bon, Ouais. en fait, il n'y a pas de parti pris. Parce À que partir du même- moment où tu as du montage, il y a du parti. Même un documentaire où forcément tu sélectionnes des choses que tu as filmées et que tu les montes, c'est qu'il y a un choix, et un choix est forcément politique à plus ou moins grande échelle. Est-ce que ces œuvres sont toujours faites pour dénoncer quelque chose ou est-ce que Pas forcément, parce qu'il y a des. Moi, je sais que dans le thème du film politique, j'apprécie plus le film historique politique, donc qui raconte le contexte historique d'un fait politique. Et non, en fait, c'est juste, ça me montre parfois ce qui s'est passé. Justement, c'est, par exemple, je vois, il y a beaucoup de films qui sont sortis sur la Première Guerre mondiale, sur comment l'Angleterre a géré la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale. Seconde, les deux. Churchill, voilà. La Deuxième. Donc, Seconde Guerre. Je pensais aux heures ouais, sombres. moi, en je pense plus. aux heures sombres, Voilà. qui en soi, c'est pas un film où je pensais aussi au King's Speech parce que c'est à peu près la même époque, on va dire. En fait, c'est des films politiques, mais qui dénoncent. Enfin, c'est des films historiques sur la politique, mais qui dénoncent rien en soi, parce que c'est juste qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait. On fait plus un petit compte rendu, un petit historique, mais la figure de base est politisée, quoi. Est-ce que on partage le même avis, Ouais, Génus, moi, Yoann je suis toujours embêté quand c'est trop engagé. C'est-à-dire, enfin, je peux le comprendre éventuellement sur certains documentaires, par exemple
Il y a eu des documentaires sur les gilets jaunes, où forcément, rien que le fait d'aller filmer ce sujet-là crée de l'engagement. C'est zéro fiction. Mais je me rappelle, tu vois, de Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. C'était chargé. Voilà, en fait, à partir du moment où c'est trop chargé, puis ça te décroche du film, où tu fais non, mais là c'est presque un truc de propagande. Quand bien même le film est super. Donc, surtout que ce qui arrive en fait avec je prends l'exemple de Fahrenheit en plus, c'est que des fois c'est tellement poussé le message que ça en devient presque de la mauvaise foi parce qu'en fait il oublie assez sciemment en fait des éléments qui viennent contrebalancer ce que lui met en avant. Son film, c'est une campagne anti-Bush. Ça n'a pas empêché la Bush d'être réélu, mais c'est vraiment. En fait, tu vois pas le film, la fiction, tu vois une campagne anti-Bush, même si Michael Moore a du talent. Quand on voit, mais par exemple, même un film comme V for Vendetta, il y a quand même un propos, c'est politique aussi, puisque c'est anti. C'est incroyable, ça. C'est surtout de voir, enfin, V pour Vendetta, c'est de voir que c'est. Alors plus la BD que le film. Oui, bien sûr, mais déjà le film édulcorait un peu le propos de la BD, mais de voir quand même un grand studio comme Warner sortir un truc qui te dit faisons la révolution dans la rue, c'était très étonnant, quoi. Oui. Donc, et effectivement d'utiliser, enfin tu parlais tout à l'heure de Marvel, d'utiliser des blockbusters ou en tout cas des espèces de grosses machines pour y glisser autre chose. C'est intéressant. Donc dans ces cas-là, c'est engagé. Mais moi après, je suis comme toi. J'aime pas forcément en tout cas, sur un documentaire, je pense que c'est dur de ne pas être engagé, mais sur de la fiction, j'aime bien essayer de ramener les enjeux politiques à hauteur d'hommes ou de femmes et d'essayer de comprendre comment t'en es arrivé là ou quel est le processus mental pour arriver à telle décision ou comment tu abandonnes ton propre toi pour devenir un symbole. Quand on voit les biopics sur De Gaulle, c'est-à-dire que De Gaulle, au départ, c'est quelqu'un. C'est juste une personne comme vous et moi et d'un coup, il devient autre chose. Et moi ça m'intéresse toujours de voir cette espèce de passage-là humain, en fait. Harvey Milk, pour ça, est un super bon film, exactement. je trouve. C'est un biopic sur un sénateur. Non. Oui, sénateur. C'est sénateur. Je crois. Comment ? Un élu. Un élu, voilà, à San Francisco, qui était en fait homosexuel et qui a été le premier à commencer à représenter les personnes homosexuelles, en fait, aux États-Unis. Et ça, moi, je trouve que quand on parle film politique, c'est le top du top du top, parce que on suit sa campagne. C'est un biopic. En plus, c'est vraiment mis en parallèle avec des vraies photos. Ils ont interviewé des vraies personnes, parce que tout est totalement vrai. Voilà, c'est Gus Van Sant. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est engagé. Après, voilà, il y a aussi des sujets, que ce soit effectivement la lutte pour les personnes homosexuelles ou pour les personnes racisées. Quand c'est des films qui sont engagés pour le bien d'une communauté, ça reste des films politiques, mais vraiment qui montent, vraiment qui ont quelque chose d'assez grand. Moi, je vois beaucoup les films aussi de Jordan Peele. C'est des films qui sont très politisés aussi, que ce soit Us, Get Out, ça reste assez politisé. Je pense que Nope, on va aussi être dans ce genre-là. Et en fait, ça porte un message, mais comme tu dis, sans en rajouter des masses, c'est plus ça porte un message dans une histoire et on voit vraiment le déroulement et on comprend le message, quoi. Et ça, c'est le film. Vas-y. Justement, j'allais te relancer, Genius. Mais quand on se dit film politique ou série politique, c'est tout en tout genre. Hein. Tout de suite, on va penser à la conquête. Oscar dans série. Mais à un moment, on peut se dire aussi que Fight Club, c'est un film politique, peut-être. Fight Club, j'ai revu récemment. On peut te dire, c'est même plus politique que c'est un film sur l'anarchisme. Sur l'anarchisme, vraiment, non, complètement. Et puis moi, j'aime bien aussi le côté. Évidemment, t'as des grands films comme ça, évidemment, où tu es sur le sérieux entre parenthèses, mais tu as des films avec beaucoup de second degré. Moi, tu parles de La Conquête, c'est fabuleux ce que tu y vas. Déjà pour savoir le côté un petit peu second degré, l'interprétation des acteurs. Moi, j'étais vraiment curieux de savoir comment Denis Podalides allait faire Sarkozy, comment Lecoq allait faire Chirac, et c'est fabuleux. Et à la fois le petit côté un petit peu voyeuriste, tu te dis tiens, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est vrai dans ce que tu entends et ce que tu vois. Parce qu'on sait qu'il y a des punchlines, des trucs qui se sont balancés, qui apparemment, ça s'est vraiment passé pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, ce que Chirac dit à Sarkozy en tête-à-tête, etc. Comment il s'appelait celui qui incarne dans La Conquête, le grand beau gosse aux cheveux blancs. Villepin. Ouais, voilà. Le grand beau gosse. Villepin qui est fabuleux. Et ce film, c'est à la fois de la fiction, parce que c'est très drôle en fait, mais à la fois, tu as le côté quand même un petit peu storytelling. T'es une petite souris, tu vois comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est balancé. D'ailleurs, j'étais voir le film, c'était le lendemain de l'affaire DSK, je me suis fait prendre en interview, là, j'attends, c'est moi tranquille, je suis pour rien. Est-ce que ce film va avoir un retentissement par rapport à la campagne, etc. Donc, il y a à la fois des films très sérieux et des films où tu vas un petit peu plus sur le ton léger, comme La Conquête. Ouais. Moi, j'avais été moins convaincu par La Conquête, parce que je trouve que ça fait on dirait un peu les guignols de l'info. C'est très parodique au final. Du coup, je trouve que c'est très parodique.
je suis moins convaincu par les films justement qui reposent sur des vraies personnes parce que la même année, les 2 films étaient passés à Cannes. Il y avait un film qui s'appelait L'exercice de l'État, Ouais. qui était vachement Michel bien Blanc, avec c'est ça, ouais, voilà, C'est ça. Michel Avec Blanc et Olivier Olivier Gourmet. Gourmet. Et c'était un film sur un ministre des Transports, mais c'était pas inspiré. Enfin, c'était sans doute inspiré de personnes ayant existé et ayant Grand exercé, film. mais c'était pas un biopic. Et je trouve que pour nous montrer justement les coulisses d'un ministère, vraiment comment fonctionne la politique, qui est quand même quelque chose d'assez nébuleux quand t'es en dehors. J'ai trouvé ça vachement. Il y a passionnant. Quai d'Orsay aussi dans ce genre-là, non Quai d'Orsay qui est un peu était plus sur la tard. satire. Un peu Ouais, la voilà. satire. Oui, qui est C'est plus vraiment sur une la satire. Mais Quai d'Orsay Qui est très bien marche aussi. aussi. Mais qui, ouais, ça marche. Avec Anis Arestrup et tout. Ouais. Super film. En restant du côté de Niels Arestrup, Ouais. il y a une série qui a fait parler un petit Baron peu, Noir. qui s'est arrêtée, Ouais. c'était Baron Noir. Johan. Baron Noir, c'est une série exceptionnelle. Et Je super. pense que beaucoup de gens sont passés à côté parce que ils croient que Cadmerade, ils ouais. se sont dit je ne vais pas regarder Bienvenue chez les Ch'tis en politique. Et en fait, c'est avec cette série que tu te dis que Cadmerade est un grand comédien. Qui Oui. fait peut-être pas Des bons choix de toujours, carrière. enfin qui va peut-être des fois un peu vers la facilité, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans Baron Noir, il est exceptionnel. Mm. Et ce qui est intéressant sur Baron Noir, donc en fait, c'est vraiment il y a 3 saisons et pour l'instant, ils n'ont pas prévu d'aller plus loin. Et c'est bien les- dommage. voilà, et c'est bien dommage. Et c'est les arcanes de la politique française vues à travers les yeux donc de son personnage qui est un peu l'équivalent de Julien Drey. Il est très inspiré de Julien Drey, donc celui qui tire les ficelles du Parti socialiste et qui est une sorte de personnage qui ne peut pas s'arrêter de penser au coup d'après. Je ne veux pas dire de conspirer, mais il est toujours dans le calcul. Animal politique. Voilà, et un vrai animal politique, mais en fait c'est presque compulsif. C'est-à-dire que si tu lui dis, bah tiens, on a gagné l'élection, il est déjà en train de voir le truc d'après, de dire, ouais, mais si on va dans telle ville, machin, etc. Et en fait, le personnage est fascinant. Et donc la première saison est beaucoup sur lui. Et après, en fait, les autres saisons rajoutent des nouveaux personnages et des nouveaux courants politiques qui sont soit inspirés de Jean-Luc Mélenchon, soit inspirés de, je sais plus s'il y avait l'extrême, il y avait l'extrême droite, mais aussi l'émergence d'un candidat populiste qui venait un peu des réseaux sociaux. Et c'était hyper intéressant de voir cette série. Et beaucoup d'hommes et de femmes politiques disent que tout ce qu'on voit dedans est très vrai Ouais. et très proche du réel. Et je suis d'accord avec toi, en fait, le film souffre de l'image de Cadmerade, c'est un acteur, alors qu'il est fabuleux. Et puis, Elisa Arestrup, je pense qu'il y a aussi ce côté, une série américaine qui fait ça, tout le monde sur une série française par Oui, principe. Ouais. House of Cards, c'est fabuleux, mais Baron Noir, ça va être pourri. Je suis Ouais, quand même je suis étonné qu'on parle de série française politique et qu'on n'ait pas parlé de Marseille. Après, voilà, ça n'engage que vous. Ce qui est intéressant, J'ai quand même aussi, regardé. peut-être que je me trompe, vous serez peut-être pas d'accord, mais je trouve que le format cinéma est très bien pour faire le portrait de quelqu'un. Alors parfait, Et le- c'était ma question. Et qui arrivait. le format d'accord. série. Pour, Parce que la politique, c'est du temps long. Souvent, on dit Exactement. une décision qu'on prend là, il aura un impact que dans 5 ans, machin, etc. Et les séries permettent de parler du temps politique. Et je trouve que du coup, le médium doit s'adapter à ce qu'on raconte. De faire le portrait de quelqu'un à travers une Bah, c'est pour ça série, qu'au ciné, je pense pas que ça marcherait. T'as Lincoln, t'as Exactement, voilà. t'as- Portrait, des portraits. fresques. Mais par contre, quand on s'attaque à la politique, comme House of Cards, T'es où obligé ça d'avoir. s'étale sur je sais même plus combien de Combien de saisons. saisons House of Cards Il y a eu 6 saisons. Ouais, voilà. Ah, c'est déjà. Et ça, voilà, c'est des séries. C'est où à la Maison Blanche, moi je pense Ah aussi. ouais. Où West ça, par Wing. contre, je sais pas combien Ah, il y a West eu de Wing, saisons, c'est- il y a 10, 12. Il y a eu 7, non 7, Ah ouais, j'ai l'impression que 6 c'est ou 7, c'est... De Et en West fait, Wing, c'était ouais. obligé de suivre année par année, un petit peu, mois par mois. Et je suis d'accord qu'effectivement, la série, ça marche beaucoup plus quand on parle de politique. Puis même au niveau du ton, tu as plus le temps de prendre le temps d'installer un ton, que ce soit même de la satire ou du réaliste. Au moins, tu installes le truc pour vraiment qu'on pense pas, quand on parle de politique, qu'on peut vite pas trop comprendre vers où ça va. Justement, comme tout est politique, comme savoir quel côté ça penche faire un la petit part. peu quoi aussi. Hein. Et tu cites West Wing, franchement, ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être un peu copieux quand tu regardes au début, Ouais. mais Aaron Ouais. Sorkin et tout, c'est peut-être, si Bah, on devait citer C'est une Aaron série, Sorkin. c'est la bosse. Mais ça marche Ouais, mieux Aaron en Sorkin. série aussi parce que Vachement mieux. dans la politique, tout ce qui est gouvernement, enfin c'est une fourmilière. C'est-à-dire t'as pas un ministre, un président, c'est autour t'as genre par personnalité Ouais. politique, t'en as à peu près 30 qui gravitent autour à divers degrés. Donc dans une série, t'as le temps de les installer, de montrer qui est qui, de leur donner chacun un moment pour briller, alors que dans un film, tu t'y perds assez vite. Du coup, tu m'as dit, House of Cards, c'est fini là, il n'y a plus de. Ah bah oui, ils ont même abrégé. Au-delà de Kevin Spacey, tout ça, ils ont. Ouais, ils ont en fait, ils ont arrêté les ouais. frais. Ils l'ont juste sorti du show pour la dernière Show, ok. saison, mais pour conclure, mais ils ont arrêté. Ouais. Il y a, donc on en parle des séries qui sont très proches du réel, mais il y en a d'autres qui sont plus des allégories. Johan, si je me souviens pas, dans les années 70, le propos de George Lucas quand il fait Star Wars, il est politique. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis en train de voir où est-ce qu'il voulait aller. Où est-ce qu'il m'emmène, pourquoi il m'emmène là-bas. Et encore plus la prélogie.
Oui. Voilà, la prélogie qui finalement, si on enlève Jar Jar Binks, c'est il est ultra politisé, Jar Jar Binks. la course de module. Non, mais c'est quand même comment en fait quelqu'un par le pouvoir de la démocratie installe un empire autocratique, quoi. Donc en fait, la Star Wars est vraiment un truc extrêmement politique. En plus, Star Wars 2 qui sort en 2002 et qui se termine quand même sur Le lancement de la guerre. sur la République, voilà, qui lance une guerre sur un prétexte un peu bancal. Tu sais qu'un an après, les États-Unis envahissaient l'Irak. Ouais. Ça rentre vachement en du sens. Ah ouais, résonance, bien sûr. On me parle dans le chat de Designated Survivor. Est-ce que vous avez vu cette série? j'avais regardé Moi, un je ne l'ai petit pas peu, vu en entier. Le pareil. pilote est fabuleux. Ouais. Et après, moi, C'était quoi le pitch? Et alors, le pitch est assez génial. C'est qu'en fait, il y a un. Donc, ça se passe aux États-Unis. Et ça repose sur un truc vrai en plus. Et ça repose sur un truc vrai. Donc, il y a un attentat qui tue tout le gouvernement. Sauf un mec qui était en congé à ce moment-là, qui est genre secrétaire d'État du ministère de l'Agriculture. Et en fait, dans l'ordre des... Je crois que c'est ça, il est lié à Non, l'agriculture. c'est pas ça en fait, c'est que quand tout le gouvernement se réunit quelque part aux États-Unis, Oui, voilà, c'est ça. il y a un mec qui On est laisse à choisi part. et qu'on met à part dans un bunker au cas où justement Voilà, tout qui le monde s'appelle donc mourrait. le survivant désigné, Ouais. et sauf que normalement personne ne meurt en même temps. Et donc là, il y a un attentat qui élimine tout le monde, et lui en fait qui est tranquille, il attend juste que le congrès se passe. D'un coup, il voit des gardes du corps arriver chez lui en disant Monsieur le Président, on vous emmène tout de suite au bunker. Il fait qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le mec devient président des États-Unis sans l'avoir demandé. Et en même temps, c'est quelqu'un en tout cas dans le début de la première saison, c'est quelqu'un de très bien. Et donc en fait, comment quelqu'un de très bien qui ne voulait pas le pouvoir doit du jour au lendemain gérer le pouvoir avec en plus Et devenir crédible. des gens, et notamment de la presse et les médias ou l'opposition, qui lui disent vous avez rien à foutre là parce que vous n'avez pas été élu, et en même temps des gens qui disent en même temps il voulait pas être élu, donc c'est peut-être la bonne personne pour être élu, enfin en tout cas pour être mise. Et moi j'avais regardé les 2 premiers épisodes, c'était super intéressant. Après quand j'ai vu qu'il y avait 24 épisodes par saison, je m'étais dit non, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, rien que le prémisse, et comme tu dis, l'histoire vraie derrière ce truc du survivant désigné est assez fascinant. Moi j'avais vu la moitié de la première saison en fait. Le souci, ça se 24ise assez vite. Oui, parce qu'il C'est-à-dire que cherche évidemment, tu as un complot, tu as plein de choses, tu as limite de l'action. Je me dis, si ça continue, je pense qu'à la fin, il prend un flingue, il y va lui-même. C'est Jack Bauer, justement. Oui, non c'est mais Jack justement, Bauer. C'est pour ça. voilà, Et c'est les créateurs de 24 aussi. Ah C'est oui, ça qui m'avait perdu, c'est que je m'étais dit, moi je voulais voir le portrait de quelqu'un qui ne voulait pas être président et qui devient président. Et en fait, si on me dit que ça va être Jack Bauer avec des lunettes, Ouais. C'est qu'en fait, Parce que ça me passionne. du coup, ça en fait une série efficace, mais par rapport à ce que ça pouvait raconter, c'est un peu dommage. C'est qu'en gros, c'est limite un reboot de 24 avec un autre Ah, prémisse. d'accord, oui. Il y avait un peu, je peux te rappeler de Homeland. Ouais. Oui. Homeland avec Damien Lewis. Franchement, bien sûr. ça c'était une série extraordinaire. Bon, c'était- Et qui en plus, au début, on était aux États-Unis parce que c'était un ancien prisonnier qui revenait Ouais, qui et revient suspecté d'avoir été changé, retourné. ouais. Et ensuite, ça se passait dans différents pays, notamment ils allaient au Moyen-Orient. Du coup, ça a déplacé la politique Fabuleux, en dehors des États-Unis. il y a des choses aussi qui sont intéressantes. Des fois, parce que c'est vrai que souvent, quand on pense séries politiques, on pense tout de suite soit à des grandes figures. C'est-à-dire, on parlait des biopics, on dit on va raconter le président ou le premier ministre, etc. Et en fait, moi, j'aime bien les films ou les séries qui parlent plutôt des sphères d'influence. Donc, il y a des hommes d'influence. Il y a une série de Jean-Xavier de Lestrade qui s'appelait Machin truc d'influence aussi sur Arte. La saison 2 arrive bientôt. Il y a les marches du pouvoir avec George Clooney et Ryan Gosling. Ouais. On ne parle pas du président, mais juste d'un sénateur et de la personne qui est chargée de faire son image et d'organiser sa Ou des campagne. cabinets, Voilà, des gens derrière. Voilà, quoi. tout ce qui parle de Parks and lobby. Recreation. La fourmilière qui est là. Oui, totalement. Parks and Recreation, Ouais, c'est ça exactement, aussi. voilà. Hein. Et- C'est juste que c'est le pendant comique. Et plutôt que juste la figure de pouvoir, d'avoir les gens qui gravitent autour et les gens qui font l'opinion finalement, ou qui en tout cas qui essayent de manipuler. Tu ou de t'ennuies tordre l'opinion. beaucoup moins vite quand tu focuses pas un perso, mais en fait toute la fourmilière qu'il y a autour, tout ce qu'il y a derrière. Parce que tu apprends des choses. aussi. T'apprends des choses. C'est pour ça que c'est bien que ça soit un peu de fiction, mais aussi un petit peu de vrai derrière. Mais Le bon pour mélange des revenir deux. à ta question sur l'allégorie, moi c'est vrai que c'est une question que je pose assez souvent en interview pour notamment je sais que j'avais fait des interviews sur la saison 2 de la 4e dimension, produite par Jordan Peele, donc voilà, qui se sert Mais il y a- Il est là. se sert du fantastique pour développer des messages politiques. Et je me demandais, est-ce que justement la métaphore, la fable, c'est pas la meilleure manière de faire passer un message politique que le faire frontalement de façon hyper réaliste? Parce que moi, ça me fascine aussi. Je trouve que des fois, le message est plus efficace quand il y a une forme en fait qui est hyper travaillée, comme Star Wars exactement. En fait, Star Wars, au début, tu retiens évidemment les sabres laser, la force, et en fait, quand tu regardes, tu te dis, en fait, c'est hyper. Ah bah, profond, c'est en fait, c'est énormément mieux que- c'est hyper engagé. C'est plus subtil qu'une propagande que tu prends plein la gueule et tu sais vraiment c'est lourd. C'est bien d'avoir quelque chose derrière, Ouais, bien un sûr. petit peu plus imagé. Ah, et en plus, Et ça en ça fait un vrai film. Et Finalement. ça en fait. En plus, Mais ça marche bien sur le spectateur. Ça marche mieux. En fait, je trouve aussi, D'accord. toi en tant que spectateur, quand tu dis. tu le reçois mieux. Mais en fait, ça parle de ça en vrai. Ouais. Tu dis, putain, je suis trop intelligent. Et en fait, Exactement. vraiment, c'est fou à quel point. Moi, j'ai eu ça récemment avec The Deer Hunter,
où vraiment je fais tout le film, je suis là genre, bon, c'est un peu chiant. Puis à un moment, t'as le déclic, tu dis, oh putain, j'ai compris tout le sous-texte et tout. Ah, mais c'est génial, c'est du génie. Et en fait, tu retiens vraiment le film, tu retiens la série. En fait, quand il y a, comme tu dis, c'est pour ça, moi, Jordan Peele, je le trouve très très bon pour ça, pour mettre les choses en soum-soum. Et à un moment, en fait, il prend pas le spectateur pour un con. Au contraire, il dit, gars, c'est intelligent. Tu sais, il fait un petit clin d'œil, genre, c'est ton moment. Ah ouais, ah mais génial. C'est fou. Et c'est mieux, c'est pour ça que je suis d'accord que les métaphores... tu te sens accompli, tu te sens intelligent, ouais. Et il y a ça, dans Kangaroo Jack, c'est Lincoln. Non, je déconne. En fait, t'étais tellement sérieux au début. Non, mais on parlait des séries des fois qui ont tendance à angler les choses, même à travers certaines séries policières. Hein. On aussi c'est dans le chat évidemment The Wire. Oui. The Shield aussi. The Shield, on a quand même un angle de vue, un biais en tout cas. Surtout que The Wire, alors je vais en parler alors que j'ai jamais vu la série, mais on m'en a tellement parlé et je sais que je dois la rattraper. Me tuez pas le chat. Je suis désolé. Mais pour les gens qui connaissent pas, juste pour pitcher rapidement, donc ça s'appelle Sur écoute en français. Et en fait, ça se passe au cœur de la ville de Baltimore. Et en fait, il y a 5 saisons, si je me trompe pas. Et chaque saison raconte la ville, mais d'un point de vue différent. C'est-à-dire par la police, par les médias, par la politique, par la justice, par les gens, enfin par les gangs de rue et tout ça. Et en fait, justement, ce parti pris aussi politique, et notamment, je crois qu'il y a une saison sur les médias qui est extrêmement politique. C'est hyper intéressant et c'est pour ça que je dois la rattraper. Elle est sur il était même dans un tout autre registre, même si on reste dans les séries. En fait, il y a eu la dernière série l'an dernier de Brooklyn Nine-Nine qui a été entièrement réécrite parce qu'il y a eu les histoires de violence policière aux États-Unis. Et justement, ils ont balancé tous les scripts qu'ils avaient en disant on peut plus trop déconner comme on le faisait avant. Il faut absolument qu'on montre qu'on est conscient de ce qui se passe. Le policier était. Et donc tu vois, là c'est politique. Et tu te dis, la série, il était peut-être un petit peu aussi dans ce qui est montré derrière l'humour et les enquêtes. Et là, elle l'est ouvertement devenue sur la dernière saison. Du côté des animés, il se passe des choses aussi. Hein. On a déjà parlé de l'Attaque des Titans ici. L'Attaque des Titans, on est quand même sur quelque chose aussi de très très politique. Exactement, sur les 3, jusqu'à la révélation du début de la saison 4, qui est en plus, là, fait rentrer dans une espèce de stratosphère politique, mais rien que les 3 premières saisons avec les différentes castes qui donnent les ordres, spoil, s'il vous plaît. Voilà, qui suit les ordres, et à partir de la saison 4, il y a une espèce de twist qui donne une dimension vraiment énorme, et c'est vrai que moi ça m'avait surpris, on en avait parlé en plateau, parce que bêtement, je me disais, animé, c'est pas ma cam, et puis je vais voir des gens se battre, et ça va s'arrêter là, et en fait c'est extrêmement profond. C'est extrêmement profond. Donc l'Attaque des Titans, après j'ai pas d'autres références d'animé politique, mais c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Je vous fais tout le tour par rapport à tout ce que je peux lire, évidemment, du chat avant de vous poser la dernière question qui serait, on va essayer de vous faire à nous tous et à nous toutes... oui, ça se me dit aussi. Tu es toute seule. Une sorte de compile des trucs politiques. Voilà, ce sera le moment de prendre vos agendas. Mais juste avant, là, on m'a cité Trémé aussi. Trémé. Oui, tout à fait. Sur la Nouvelle-Orléans. Sur la Nouvelle-Orléans, exactement. Donc voilà, c'est aussi des séries qui sont et politiques et en même temps très musicales. Atlanta, dans le même genre Atlanta aussi, exceptionnel. Surtout, là, moi, je suis en train de faire la saison 2. Chaque épisode est ultra politisé. Ouais. Moi, je suis au début de la 3 et c'est pareil, c'est fabuleux. C'est dingue. C'est Code Geass. Donald Glover est aussi très Donald Glover. Code Geass en animé dans le genre. Écoutez, l'heure tourne. Je pense qu'on va faire le tour. Donc voilà, c'est votre moment de prendre vos agendas et on va essayer de, comme ça, à la volée, d'imaginer quels sont nos conseils de films ou de séries politiques. Oui. On en a déjà cité certains. On va peut-être les compiler. Baron Noir, donc déjà du côté de Johan. Je dirais Vice. On n'en a pas parlé. Très très bon Vice. Performance exceptionnelle de Christian Bale, donc qui joue Dick Cheney, qui était l'homme de l'ombre de George Bush. Ouais. Et en fait, on voit un peu comme le personnage de Cadmerade, on voit quelqu'un qui est vraiment un animal politique et comment un homme peut influencer le monde en fait. Ouais, et en plus avec une forme vraiment, beaucoup ont reproché son côté un peu vidéo YouTube, mais au moins la forme est assez accessible pour tout le monde. C'est que tu comprends vraiment comment ça fonctionne parce que la politique américaine, c'est comme rien que les élections américaines, c'est comme un sketch. Et c'est vrai que le film était vachement combien de kilos une bonne trentaine. Une vingtaine, ouais. Oh, mais pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a cité l'Attaque des Titans, voilà dans le genre. En série, West Wing. West Wing, donc en français à la Maison Blanche. À la Maison Blanche. Et en film, si on veut un peu plus léger, La Conquête.
Mais non, mais ça reste. mais la conquête, c'est. Moi, il y a un film que j'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, donc vous pourrez dire que vous aimez pas. Le W d'Oliver Stone, parce que j'aime beaucoup ce côté. J'aime beaucoup ce côté. Donc c'est un biopic sur George W. Bush et de ramener à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'il y a une scène, je sais que plein de gens avaient aimé en pensant qu'il se moquait. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, où tu vois donc Josh Brolin qui joue George W. Bush aux toilettes. Et en fait, je me disais, mais c'est vrai, ça, quand t'es le maître du monde et que t'as la main sur le bouton atomique, il y a un moment où tu vas aux toilettes et tu te retrouves avec toi-même, quoi. Et en fait, non, mais ça ramène vraiment plein de trucs entre tu passes du symbolique et quand t'as ton costume de président et machin, à t'es un être humain dans ta salle de bain, quoi. Mais et moi, je trouve ça assez fascinant. C'est pas un mauvais film, mais en fait, je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu. En fait, j'ai été hyper surpris. Je sais que ça a été il a été boudé, il a été assez critiqué ce film. George Brolin est fabuleux dedans, mais oui, à voir. Genius, est-ce que tu as des choses un petit peu comme ça, tu as dit, la conquête du côté plus léger? J'ai pas vu, alors au niveau léger, français, j'ai pas eu le film avec Dujardin et. C'est quoi, comment il s'appelle Président. Alors, c'est Moi, bien. de ce qu'on m'a dit, Il y a Président Dupontel qui est pas mal. Ouais. Celui de Dupontel qui est très bien, mais j'ai pas vu celui le Moi, dernier. de ce qu'on m'avait dit, c'est que c'était pas autant un sketch du SNL comme tu pouvais croire dans la bande-annonce où c'était vraiment le bébé de show en raté, mais j'ai pas vu le film. Mais House of Cards. Non, mais c'était pas. C'est pas bizarre. c'est pas nul, mais c'est juste que tu comprends pas le projet, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ceux qui ont jamais vu House of Cards, c'est fabuleux. En tout cas, le début, et puis West Wing. On nous dit aussi 12 hommes en colère. Et on n'a pas parlé des films politiques liés à la presse, mais il y a Les Hommes du Président, avec Rick Ford et Dustin Hoffman qui donc dénoncent le Watergate, Pentagon Papers ou Spotlight. Récemment, et on sait que les films de presse, c'est toujours compliqué, parce que voir quelqu'un derrière son ordi qui tape son article, c'est pas le spectacle cinéma le plus passionnant. Et chaque fois, c'est 3 films qui ont réussi à raconter une enquête journalistique qui change le monde, ou qui change en tout cas une ville ou la politique. Et donc ces 3 films-là, en termes de films de journalisme politique, c'est hyper. Tu peux les répéter que tout le monde les ait bien. Il y a Pentagon Papers de Steven Spielberg, il y a Les Hommes du Président, et il y a, qu'est-ce que je dis, Spotlight. Spotlight. Et moi, j'en avais 2 films politiques. Il y a L'exercice de l'État que j'ai cité tout à l'heure. Faut pas se laisser rebuter par le côté, ça a l'air un peu froid comme ça, en fait, c'est passionnant. Et un autre film qui s'appelle La Sainte Victoire, qui est avec Christian Clavier dans un rôle à 99% sérieux. Il y a juste un mot, il s'énerve, ça fait un peu jacouille, mais après, c'est dans son ADN. Et déjà, ça prouve que c'est un très bon acteur qui, comme Cadmerade, fait peut-être beaucoup de mauvais choix, mais ça reste un très bon acteur. Et puis le film était intéressant parce que sur le papier, tu te dis, il joue un élu. On va pas y croire une seconde, avec Clovis Cornillac qui joue aussi dans le film. Et en fait, non, ça marche bien. Le film est vraiment, vraiment intéressant. Donc la Sainte Victoire, si vous pouvez voir, c'est assez méconnu. Mais allez-y. Mélanie Alors, moi, je vais faire une petite... Moi, je vous conseille 2 chaînes YouTube qui parlent de cinéma et de politique. Donc, c'est pas mal, pour c'est dans le sujet. Voilà, la chaîne s'appelle Cinéma et Politique. Voilà, la première. C'est facile, c'est dans le nom. Ça dénonce. C'est un cousin, parce que sur le stream, on fait du stream. Donc, vraiment, il y a un jeu de mots. Elle s'appelle, c'est une nana qui fait ça, qui s'appelle Cinéma et Politique. Et parmi les vidéos qu'elle fait, elle parle beaucoup justement. C'est des grands sujets de 30-40 minutes, vraiment super bien foutus. Elle avait fait cette dernière vidéo, c'est sur le chagrin et la pitié, une autre vision de l'occupation. C'est passionnant. Et elle avait fait, par exemple, une vidéo sur Naissance d'une nation, comment Griffiths a réécrit l'histoire américaine. Oui, c'est génial. Vraiment, je conseille à 1000 fois son travail. Et une deuxième créatrice, c'est beaucoup de femmes qui parlent de cinéma et de politique, qui s'appelle Vidéodrome, où c'est des vidéos en stop motion. Il y a beaucoup de stop motion, elle est très douée, elle montre en plus un peu ses coulisses, j'aime trop. Et elle a fait une série de vidéos sur servir les riches. Donc c'est la place justement des gens qui servent les riches. Donc ça vaut tout le truc social, elle est plus dans le social. Elle a fait une super vidéo sur le Chili, les documentaires sur la résistance par rapport au Chili. Et voilà, c'est 2 chaînes qui parlent de politique, de social, d'engagement, de comment c'est montré à l'écran et comment en fait... on peut aussi l'interpréter. Et pour les 2, il y a beaucoup d'animations. C'est super bien foutu. C'est des petites chaînes tenues par 2 meufs trop douées. Donc voilà, il fallait aller voir absolument ce qu'elles font sur YouTube. Ah si, j'ai un autre film aussi qui en plus permet de voir l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma si on le voit. C'est Les Temps modernes de Chaplin. Oui. Autant que Le Dictateur d'ailleurs. C'est vraiment 2 comédies, mais ultra politiques, parce qu'en plus, on savait que Chaplin était politisé à mort. Mais Les Temps modernes, c'est même montré dans des cours d'histoire, en fait, pour illustrer certaines périodes des États-Unis. Il y en avait plein d'autres, mais c'était déjà une première sélection. Voilà, le chat est plein de
de super idées. Je lis en travers VIP et Rome sur HBO. On avait aussi, donc on a dit Code Geass, on avait aussi Game of Thrones. Oui, bien sûr, mais Game of Thrones. Voilà, il y en avait énormément. Voilà, mais en tout cas, c'était un premier éclairage si vous vouliez mettre un pied dedans. Voilà, ça se passe aussi avec Star Wars et Fight Club, comme quoi tout est politique. Tout de suite, c'est les sorties. Tu coupes là. Je vais essayer d'avoir des phrases de conclusion. Des trucs que tu... Très bon, c'est très bon, c'est très bon. C'est encore mieux, qu'après tu t'en vas. Tu dis ton truc. Comme on te l'a Le petit, le jingle, en fait, t'es plus là. Baladure. Je vais m'occuper de la guerre Géonosis. Et tu Qu'est-ce qu'il y a de beau, celui-là? Qu'est-ce qui sort cette semaine, Johan? Évidemment, on va faire une petite sélection dont on va un petit peu s'arrêter dessus. Et après, on va nous faire en bref tout le reste ou presque. Qu'est-ce qui sort? C'est quoi la sélection? La sélection, le premier est un gros film très attendu, en tout cas par les fans de magie, puisque c'est Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, donc le troisième long métrage de la, on pourrait dire de la saga Les Animaux Fantastiques, qui s'inscrit elle-même au sein de ce qu'on appelle le Wizarding World, qui est donc l'univers inventé par J.K. Rowling autour de Harry Potter, donc l'univers en tout cas cinématographique. Et donc, comme son titre l'indique, c'est la suite des Animaux Fantastiques 2. Comme son titre le dit, en tout petit. En tout petit, parce que c'est Dumbledore. Et donc, c'est Dumbledore qui va monter une espèce de team, un petit peu on pourrait dire quoi, des Avengers sorciers, un petit peu, pour traquer... Alors, du coup, sur le papier, ils vendent moins du rêve, comme les Avengers sorciers. Voilà, et pour affronter et traquer donc, le sombre Grindelwald, qui est désormais joué par Mads Mikkelsen. Et c'est un film dans lequel il est question de politique. Parce que tout tourne d'une élection, en fait, donc ça tombe bien, ça va bien avec le sujet. Est-ce qu'on a envie de le voir, Johan? Eh bien, écoute, je suis très partagé parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. On en a déjà fait plusieurs émissions et tout ça. Après, moi, voilà, j'ai dit pas le mal, mais je trouvais le ratage qu'ils avaient fait avec Les Animaux Fantastiques 1 et 2, qui était de me raconter un super univers, mais avec des personnages qui ne m'intéressent pas. Là, étrangement, alors que c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais c'est un vrai ratage qu'ils en reviennent à Dumbledore, Grindelwald et Poudlard, parce que ça montre qu'ils n'ont pas réussi à installer les Animaux Fantastiques. Et en même temps, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais aller le voir pour ça. Voilà. Donc, un peu paradoxal. Genius? J'ai pas vu les deux, je suis pas forcément intéressé. L'ami One Hunt qu'on embrasse dans le chat l'a vu dimanche. Il dit que c'est pour lui le meilleur des trois. Et il dit que l'ajout il y a plein de gens qui ont dit que c'est le meilleur des trois. Et l'ajout de Mads Mikkelsen justement dit que il est vraiment fabuleux. Donc voilà, ça me donne un peu plus envie, mais je suis vraiment pas trop chaud. C'est pas plus que ça. Mélanie? Mads Mikkelsen a dit en plus que vraiment, il a vraiment construit son personnage en prenant tout ce qui était bon dans ce qui avait déjà été fait. Donc moi, j'avoue que j'attends. Sauf le look, du coup. Sauf le look. Ça veut peut-être dire qu'il l'aimait pas. Ouais, c'est pas normal. Je vais. Enfin là, j'ai déjà pris mes billets. J'y vais lundi prochain. Enfin oui. Je suis cliente à 100% de l'univers et en vrai, je sais que potentiellement, par rapport à Harry Potter, on va être déçus. Mais en vrai, il y a de la magie, c'est joli, il y a des animaux fantastiques. Moi, j'attends plus rien de plus. Et j'attends tellement rien que j'espère être surprise dans le positif. Très bien. Max? Et alors, moi, je l'ai vu et en fait, je suis partagé aussi. Moi, je pense que j'ai quand même préféré le premier. Je trouve que le premier est un truc qui marchait beaucoup mieux, notamment la façon de montrer en fait le monde des sorciers, mais dans d'autres pays que l'Angleterre. Là, Mads Mikkelsen est très bien comme dans tout ce qu'il fait quasiment. Quand un film avec Mads Mikkelsen est mauvais, c'est jamais de sa faute. Jude Law aussi est bien, leurs scènes en commun sont bien. Et je pense, ça rejoint ce que tu disais, Yoann, en fait, c'est le film joue un peu la carte de la sécurité en revenant sur des trucs un peu connus. Donc en soi, t'es assez content. Et à côté de ça, je trouve qu'il a un peu du mal avec ce qu'il veut raconter. C'est que le film est trop long. Il y a trop de choses encore. Ouais, il y a trop de choses. En fait, les personnages sont un peu éparpillés. Et tu ressens un peu que c'est long et que c'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter. Et au final, je pense c'est con, mais il n'arrive pas à retrouver la magie vraiment d'Harry Potter, malgré le fait qu'il se repose sur des figures connues. Merci Max. On va rester dans les animaux fantastiques, Johan. Oui, juste avant, je voulais préciser parce que ça va être intéressant de regarder le box-office, parce que les deux premiers volets avaient fait exactement le même nombre d'entrées en France, c'est-à-dire 4 millions.
Et c'était avant le Covid. Et donc là, ça va être 4 millions, vous avez fait 4 millions quand même. On Ça va l'a être fait intéressant beaucoup moins, de mesurer si le 3 et s'il y a eu finalement si le Covid nous a fait entrer un peu dans une nouvelle ère et que tu as perdu beaucoup de gens. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais 3 millions, déjà, c'est un énorme succès, c'est fort. genre The Batman. 4 millions. Combien il a fait Batman? Il a fini à combien? Il est à quasiment 3 millions là. C'est bon. Ouais, non, là, s'il atteint les 2,5 millions max, c'est énorme. Donc hein. ça bah, va être c'est intéressant déjà- de regarder Ouais, ça. c'est déjà énorme. Une autre suite, la revanche des crevettes pailletées. Donc les crevettes pailletées qui étaient un des succès surprises de 2019, c'était l'histoire d'une équipe de water-polo gay qui était entraînée par quelqu'un qui avait tenu enfin en tout cas un entraîneur qui avait tenu des propos homophobes et en fait sa condamnation était des travaux d'intérêt général pour entraîner cette équipe. Et donc avec une espèce d'éventail de personnalités hyper attachantes. Et ça avait été un des succès surprises, donc je le disais, de 2019 avec quasiment 600 000 entrées. Et donc là, ils reviennent, notamment emmenés toujours par Nicolas Gob et Alban Lenoir. Et cette fois-ci, alors qu'ils sont en route pour ce qu'on appelle les Gay Games de Tokyo, ils vont se retrouver coincés en Russie, un pays où il ne fait pas bon être homosexuel. Ah. Donc ça peut être assez rigolo et assez décalé. Est-ce qu'on a envie de le voir? Est-ce qu'on l'a vu? Je ne l'ai pas vu et j'avais beaucoup aimé le premier, donc très curieux de retrouver cette joyeuse bande. Ouais, pareil, Denis. très bon, conseillé par notre ami l'ami Zoulou. Zoulou l'avait Et- conseillé. Ouais, sur le- et franchement, j'ai vu très très bon. On comparait ça un petit peu au grand bain légèrement de Lelouch. Et franchement, ouais, donc j'attends le 2 avec impatience. Ouais, non. Mélanie, Bah, j'avais commencé le 1 et au bout de 10 minutes, ça m'avait un peu saoulé, donc j'avoue que j'avais arrêté. C'est pas Mais très en bien. fait, ça me donnait pas envie. Mais je me rends compte qu'il faut que je persévère. Faut pousser Et donc un peu, je vais ouais. voir Faut le pousser un premier. peu. Et si j'aime bien, j'irai voir le deuxième, parce qu'en fait, ça a l'air super sympa. Et puis pour le coup, ça va être police et politique. En Max, plus. C'est ce que beaucoup de gens soulignent en plus. tu l'as vu ou pas toi, Non, moi j'avais vu le premier, j'étais pas totalement convaincu. Je trouve qu'il était peut-être un peu trop long, mais le groupe des héros était vraiment attachant, donc ça me donne envie d'aller voir le 2. Se jeter à l'eau. Du côté de Netflix, Du côté de Netflix, vendredi, si j'étais Vendredi. au Québec, je dirais choisir ou mourir. Si j'étais au Texas, je dirais choose or die. Mais comme je suis franglais, je dirais choose or die. C'est un Choose or film- C'est un peu sur les Choose or die. chaussures. En plus, ça parle d'un ordi. C'est là où tu es très fort. Incroyable. Film d'horreur dans lequel deux jeunes, notamment Asa Butterfield, que vous voyez ici, c'est bien et oui, lui, oui. c'est lui, de Sex Education, trouve un La tête. ordinateur qui date des années 80 dans lequel il y a un jeu mystérieux C'est qui Jumanji, te ça, par propose, par exemple, des trucs du style C'est Tron. est-ce Aussi. que, je Oui. sais pas, est-ce que Menro va boire sa bouteille d'eau ou est-ce qu'il ferme son ordinateur? Et en fait, si je le fais, ça a un impact sur la vraie vie. Donc au début, c'est rigolo, sauf qu'évidemment, les défis vont être de plus en plus dangereux, Eh barrés oui, bien sûr. et sanglants. c'est un Et Jacadi. Voilà, c'est un Jacadi informatisé, hommage aux années 80. Non. Et ça marche, t'as vu ça? Est-ce qu'il va faire oh, il ferme pas. Est-ce qu'il va me donner 500 €? Vas-y. Voilà, donc J'adore. ça s'appelle Choose or Die. Le problème, c'est que je pouvais plus parler Et il y a des grandes chances de le retrouver en tête du top Netflix à la fin du week-end. Oui. à la fin du week-end. Est-ce qu'on a envie de le voir, Johan? Vu que c'est un film et pas 8 épisodes d'1 heure, oui. Déjà, regardez. Ah oui. Ouais, ce genre de pitch, j'ai vu toutes les merdes de ce genre. Enfin, je pense qu'il est bien. Je pense qu'il est bien celui-là, mais j'en ai vu. Vraiment, on a compris, c'est affectif. Tu avais. Et puis Ouais. c'est pas une série. On peut regarder ça tranquillement, donc avec grand plaisir. Ouais. Ça sort quand tu m'as dit? Vendredi. Là, vendredi. Mélanie, Bah, The Butterfly, déjà, je suis tombée amoureuse comme tout le monde dans Sex Education. Donc, en vrai, ouais, c'est un mélange entre Tron et la nouvelle version de Jumanji. Mm. À voir s'ils ont fait et des choses Big. originales Ouais. dedans, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh non, ça peut être Jumanji. rigolo. Si ça dure pas à Jumanji. 2h40 comme beaucoup de films Netflix, Ouais. franchement, le concept a l'air à la fois con et très amusant. Ça peut être Il chouette. y a bien Action Vérité sur Netflix, on peut regarder ça. Oui, Je non, peux mais dire, on avait totalement. regardé. Ça, j'avoue, je me suis pas risqué. J'ai vu tout. que se passe-t-il, Johan, sur Prime Video? Sur Prime Video, une nouvelle série originale portée par Josh Brolin. On en parlait tout à l'heure. Il a joué George W. Bush, il a joué Yep. Thanos, il a joué l'un des Goonies notamment. Et là, il est dans une série qui est une sorte de western moderne qui, comme le montre l'affiche, s'annonce un petit peu ésotérique puisque c'est un propriétaire de ranch qui va découvrir une espèce de trou noir gigantesque sur son terrain. Oh, j'aime bien ça. Y a-t-il la Chine de l'autre côté ou l'Australie? La réponse à travers 8 épisodes. Ah, c'est 8 épisodes. Ouais, tout C'est à vraiment fait. ça le. Non, c'est pas ça le C'est ça le pitch. Le pitch, ils sont forts, les mecs. Est-ce que c'est Outer Ranch, en fait? Ouais. Oh. Oh, non, les c'est Outer Range. Est-ce qu'on a envie de le voir, du coup? Alors, Johan je suis partagé par le côté 8 épisodes, mais j'adore Josh Brolin. Donc je suis partagé. Donc, je ne donnerai pas de réponse. Donc, je vais en regarder 4. Voilà. Ok, c'est une réponse. Genius. J'adore Josh Brolin et j'adore surtout le synopsis, si je peux dire, un petit peu mystérieux. J'aime beaucoup, ouais, franchement. Série de Ah, mais c'est Imogen en plus. Imogen Poots. hein. J'allais dire, ça me fait penser à Vivarium, le thème. Oui, Et bah, bah, du coup, elle est voilà. trop- série de science-fiction sur Prime Video. Mélanie. C'est moi où on a une résurgence du western, parce que ça, avec The Power of Dog, Ouais. avec Nope,
qui est aussi de l'horreur dans. Et puis il y a la série de Kevin Costner, Yellowstone aussi. hein. Plus que du On western, revient c'est du Far West moderne. Ouais. Ouais. Et justement, je suis en train de me dire, est-ce qu'on est en train de revenir là-dessus? Le En fameux vrai, retour à la Terre. en vrai, pourquoi pas alors? Ah ouais. Et puis Josh Brolin. Je Brolin, la famille. Max. Bah écoute, la dernière fois que quelqu'un a mélangé western et science-fiction, ça donnait Cowboy et Non, il envahisseur. y a eu Westworld. Oui, c'est vrai. Mais franchement, le pitch, je trouve ça cool. J'ai vraiment, ça me donne vraiment envie. Ouais. Ok, donc on est quand même plutôt positif. Et il y a Will Patton, on l'a vu, Oui. on le voit pas assez Will Patton, Bagano. qui est... Bah, il fait Halloween Kills, c'est pas forcément. Ouais, mais j'aime il bien fait Will mieux, mais Patton, il faut lui Ouais. donner plus de Non, mais rôle. le cast est cool Ah, bien. en plus. Ouais. Ouais. Sur Disney+. Et sur Disney+, le retour, il y a beaucoup de retours cette semaine finalement. L'âge de glace, les aventures de Scrat, qui est donc une, je sais pas si on pourrait Mais dire une série, quel c'est plutôt une. Mais attends, il n'y avait pas série une de histoire six de courts-métrages. procès comme quoi ils n'avaient plus le droit de se servir de Scratch. Si en fait ils ont réussi à s'arranger avec la dame. Parce qu'ils vont Donc, faire voilà. un nouveau Rio aussi. Voilà, je crois et qu'ils qui vont- visiblement n'a pas en fait Ouais, tout à fait les droits sur Scrat. Donc en tout cas, Scrat revient dans l'âge de Il y a un glace. fils. Il a un fils désormais, Mini Scrat, Baby Scrat, il s'appelle. Parce que Mais- maintenant Disney met des baby partout. Il y a Baby Groot, Baby Yoda, Baby Scrat. Alors, Il a l'air pour- trop mignon. Pour le coup, j'ai vu la bande-annonce sur Disney+. Et il a un fils, mais quand il y a une noisette, il n'y a plus de paternité. Hein, Ah, voilà. chacun pour sa C'est- gueule. c'est- hein, c'est voilà. une vraie Et- Scrat, alors. Et c'est ça qui est peut-être intéressant. Est-ce qu'on a envie de le voir Tout à fait, et préciser que ça sera Ouais. 6 courts-métrages. Donc c'est Ah, pas voilà, forcément d'accord, une oui. série qui c'est 6 petites histoires indépendantes. Et moi, avec Oui, d'accord. le fait de retrouver Scrat Ah ouais. sur une durée courte, ça me plaît bien parce Ouais. que Scrat devenait un petit peu comme les Mignons d'ailleurs, la parodie de lui-même à force Ouais. de le mettre à toutes les sauces dans les films. Donc là, si c'est des petites histoires indépendantes, en plus il est trop mignon, Baby Puis il le Scrat, trouve, c'est pas le oui. sien. c'est- Ouais, c'est- ça, voilà. ça peut être tout mignon. Ok, c'est chou. Genius. Ouais, bah, Scrat, j'adore. Je sais pas ce que ça va donner. C'est quelques épisodes, donc ça se regarde facilement, bien entendu. Facilement, je suis d'accord. Voilà, c'est fini. Je reste, c'est un moment où ça y est, ça se divise après. D'accord. Mélanie. Vraiment, depuis tout à l'heure, je suis devant la balance en disant oh, je suis trop mignon. Oui, bah, si c'est des courts-métrages. Ah, il y a un. Tu sais, pendant que t'es en train de cuisiner, tu mets la télé, tu regardes ça en fond, t'entends des. C'est très bien. Ouais, moi je suis chaud parce qu'autant le dernier film L'âge de glace là, qui est sur Disney Plus c'était claqué au sol comme c'était pas possible. Et en même Claqué temps, au sol. ça Oh, le jeune. manquait de Scrat. Qui, quoi qu'il arrive, t'as toujours un petit interlude avec Ah, Scrat c'est qui se casse la gueule, c'est hyper Mhm. burlesque. Et là, j'avoue que les images sont rigolotes. Et si en plus c'est des courts-métrages et pas des épisodes de 20 minutes, ouais, ça peut être. Je suis ça a en l'air train de me dire, bien drôle. le petit me fait penser à le lémurien tout gnognon dans Madagascar, celui qui est genre Ah oui, tu sais, Ah oui. qui est ultra qui chiant. est et tout en qui- chant à chaque fois. Ouais, qui est chiant. Et vraiment, en fait, c'est le même design. C'est pour ça que je suis en train de me On dire. aime les ah, ça bébés. peut C'est être les grands cool. yeux qui font Ouais, ça. c'est les grands yeux. Les bébés animaux. Rapidement, Johan, en bref, le reste des sorties, s'il te plaît. Tout à fait. Au cinéma, il y a le nouveau film de Gaspard Noé porté par Dario Oh, moi, Argento et Françoise Lebrun. Le pitch, la vie est une courte fête qui sera vite oubliée. Les gens qui l'ont vu à Cannes, c'est évidemment du Gaspard Noé, donc c'est du grand Alors, cinéma. Qui en met évanouissement, plein les... d'habitude, non, mais ça- pas évanouissement, non. c'est ultra déprimos. Ah ouais. Donc sachez-le avant d'y aller, mais visiblement Bah, c'est de un toute grand façon- film de Gaspard Noé, qui est Ouais, notamment apparemment- signé Irréversible, Climax, Apparemment, c'est- Enter the Void. Apparemment, c'est moins provoque quoi, que ce qu'il a fait Ah ouais. avant. C'était beaucoup plus tendre. Gaspard Noé, c'est t'oses C'est plus y aller, bizarre. quoi. T'oses plus y aller maintenant. Également au cinéma, À l'ombre des filles, qui plonge Alex Lutz, qui est un chanteur lyrique renommé, Encore Alex qui accepte d'animer un atelier de chant en prison. Donc c'est un peu comme Un triomphe avec Cadmerade qui Ouais, se passait avec et le ça. théâtre Guy. en prison. Et Guy avec Alex Et Lutz. voilà, et là c'est un peu, Il aime bien la l'inverse. prison. Ah, j'adore. Au cinéma, il y a également Les Gagnants avec une affiche portée par Joe Star et Alban Ivanov. Et Az qui est des chroniqueurs, Voilà. comme quoi. Deux gagnants vont passer une c'est semaine bien. à Marseille chez leur idole. Le problème, c'est que ce sont Chez Hanouna. des boulets. Ouais. Voilà, le Même truc. moi, Très bien, moi, sur Netflix. Sur Netflix, il y a Anatomie d'un scandale, une série en 6 épisodes par le créateur de Ali McBeal et Big Little Lies, David E. Cayley, Oh. portée par Sienna Miller. La vie d'une femme vole en éclats quand une affaire scandaleuse éclate autour de son mari qui est politicien. Sur Disney+. Sur Disney+, The Ignorant Angels, je ne sais pas s'ils le traduiront au final, une série en 8 épisodes qui est donc adaptée d'un film je ne sais pas s'il était passé inaperçu, mais un peu méconnu, de 2002, qui s'appelait Tableau de famille, et en fait dans lequel, à la suite du décès de son mari, une femme découvre que son mari avait une liaison avec un autre homme, et en fait va sympathiser avec cet autre homme, et ils vont ensemble se souvenir de celui qu'ils aimaient. Donc ça a Ok. l'air d'être... Et c'est le même réalisateur qui adapte en série son propre film, qui date d'il y a 20 Ok. ans. Il s'appelle Ferzan Özpetek. Très le bien. cinéaste. Sur Apple TV+. Sur Apple, il y a une anthologie de portraits de femmes en 8 épisodes. Donc, anthologie, c'est donc une histoire par épisode, notamment produite et emmenée par Nicole Kidman pour l'un des épisodes. Et ça s'appelle Roar, R-O-A-R, comme rugir. D'accord, oui. Et donc, c'est 8 fables féministes. Donc, c'est à voir sur Apple. Sur Canal+, il y a la diffusion le 16. C'est quand le 16? C'est samedi. Samedi. C'est samedi. De Mourir peut attendre.
Il n'y a pas tous les James Bond déjà sur Voilà, il y a Canal, tous là les Ouais, James Bond ouais, et Canal. apothéose avec Il régale. 6 mois après la sortie grâce à la nouvelle chronologie des médias, le nouveau James Bond, si vous ne Déjà. l'avez pas vu, ça sera donc samedi soir sur Canal. Et pour terminer en VOD, si vous avez des petits rattrapages à faire, West Side Story de Spielberg sortira cette semaine, Ah, ça, faut que je vois. ainsi Toujours pas vu. que SOS Fantôme, l'héritage, Yes. ainsi que les Tuches 4. Et là, en coffret physique et pas en VOD, ça va te faire plaisir, Star Wars en 4K Ultra HD, Les 11 films la totale. Ok. Ok, mais pourquoi pas Ouais, pourquoi pas C'est bientôt mon anniversaire. C'est quand Le 27 avril. Ah, c'est pas maintenant. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Le temps d'économiser, bien sûr. Merci beaucoup, Johan, pour toutes ces sorties. Comme ça. Merci aussi pour l'émission, d'être là avec nous chaque semaine. Merci, Beau. Genius. Aura plaisir. Mélanie de la Manie du Cinéma, on se retrouve bientôt, je l'espère. Max, fidèle au poste. Pareil, je l'espère aussi. On fait un coucou à tous les autres membres de l'équipe. Merci à Xavier Mallory à la technique. Merci aussi à Paul pour nous avoir aidé à écrire, qui a écrit même tout seul quasiment cette émission. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à toi. Bah oui. Et merci à toi. Merde. Merci à Merci à vous, merci, bien sûr. Merci à tes conclusions. Allez voter le 24 avril. Oui. Allez voter le 24 avril. C'est cool. Ce soir, c'est le React avec Xari et Gigi. Juste avant, il y aura le récap. Mais tout de suite, c'est bien sûr le Before avec Maxime Biaggi. À très bientôt. Bye bye.